3 enfants sans cœur décidèrent de se débarrasser de leurs parents comme de vulgaires déchets. Ils abandonnèrent Rose et Anthony sur une route déserte, sous une chaleur accablante, sans rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient. « Vous êtes un fardeau que nous ne pouvons plus supporter », leur dirent-ils. Puis ils sont partis dans leur Mercedes noire sans jamais se retourner. Mais ces 3 enfants ingrats étaient loin de se douter de ce qu'ils venaient de perdre. Bonjour les amis. Bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire. D'où nous regardez-vous? De New York? Du Canada? Peut-être d'Afrique du Sud ou de Jamaïque? Nous voulons savoir. Rose s'est réveillée ce matin-là avec une lourdeur dans la poitrine. Pas celle qu'on ressent quand on est malade. Après 70 ans de vie, elle savait faire la différence entre la souffrance du corps et celle de l'âme. C'était la seconde. C'était ce sentiment qui vous envahit quand vous réalisez peu à peu que le lieu que vous appelez votre foyer ne vous veut plus. Elle resta immobile un instant, fixant le plafond. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence pesant, comme un poids sur les non-dits, une attente insoutenable. À côté d'elle, Anthony dormait encore. Sa respiration était lente et un peu irrégulière, comme depuis que son cœur avait commencé à le faire souffrir. Elle tourna la tête et le regarda. À ses cheveux blancs, aux profondes rides de son visage. Des rides qui racontaient toute l'histoire de sa vie s'il avait su les déchiffrer. Il y avait des rides de rire et des rides d'inquiétude. Des rides marquées par des années de dur labeur et de réveil aux aurores. Des rides dues aux nuits blanches passées quand les enfants étaient petits et malades et avaient besoin de réconfort. Elle tendit la main et effleura ses cheveux gris pour ne pas le réveiller. « Comment en sommes-nous arrivés là, mon amour » murmura-t-elle. Il ne l'entendit pas. Il respirait lentement et bruyamment. Rose se leva. Chaque mouvement était un véritable combat. Ses genoux, son dos, ses mains raidies par l'air froid du matin. Elle traversa lentement la chambre, passant devant la vieille photo de mariage accrochée au mur. On les voyait jeunes, les yeux pétillants, souriant comme si le monde entier était un cadeau. Puis elle sortit dans le couloir. Dans la cuisine, elle fit ce qu'elle faisait chaque matin depuis 50 ans, elle cuisina. Elle ne cuisinait pas parce qu'on le lui demandait. Elle cuisinait parce que c'était le seul langage qui lui restait et qui évoquait encore l'amour. Elle cassa 3 œufs dans la poêle, avec précaution car les œufs coûtaient cher, mit du pain dans le grille-pain et fit bouillir de l'eau pour le thé. 3 œufs. Pour les humains. Elle était déjà en train de faire ses calculs. Elle en donnerait 2 à Anthony. Il avait besoin de force. Elle en prendrait la moitié pour elle-même. Cela suffirait. Elle était toujours debout près du fourneau lorsque Sandra apparut sur le seuil de la cuisine. Sandra avait 42 ans et travaillait comme comptable. Elle portait encore sa robe de chambre, ses cheveux n'étaient pas encore coiffés, mais son expression était déjà pleinement éveillée, perçante et froide, prête à critiquer le moindre détail. Elle regarda la poêle. Elle regarda les 3 œufs. « Maman », dit-elle, et sa voix avait ce ton que Rose entendait de plus en plus souvent ces derniers temps, ce ton qui la faisait se sentir comme une enfant qu'on réprimande. « Encore ces œufs? Tu te rends compte de ce qu'on dépense en nourriture ici ?» Rose garda les yeux rivés sur la poêle. « Je pensais que tu aurais envie de quelque chose avant d'aller travailler, » dit-elle doucement. « Je mange dans la rue. C'est moins cher. » Sandra s'est approchée du comptoir et a pris une pile de papier. Rose voyait les factures médicales, maintenues ensemble par un élastique. Elle les laissa tomber sur la table de la cuisine avec un bruit sec et sec. Elles étaient arrivées hier. Les ordonnances de papa. Encore. Rose ne regarda pas les papiers. Elle savait déjà ce qu'il y avait dedans. Elle retourna les œufs avec précaution. 3 œufs, maman. La voix de Sandra se faisait plus sèche. 3 œufs et tu restes planté là comme si tu nourrissais un restaurant. Chaque jour, c'est la même chose. L'électricité, l'eau, les médicaments, la nourriture. Elle resserra son peignoir autour d'elle et secoua la tête. Je suis épuisée. Nous sommes tous épuisés. Rose a déposé les œufs sur une assiette. Ses mains étaient fermes. Au fil des années, elle avait appris à garder les mains fermes même quand tout son être tremblait. Asseyez-vous, dit-elle doucement. Mangez quelque chose. Je t'ai dit que je mangeais sur le. Sandra. Rose se retourna et regarda sa fille. Juste un instant. Le temps de savourer l'instant présent. Asseyez-vous et mangez quelque chose. S'il te plaît. Sandra regarda le visage de sa mère. Une lueur passa dans le sien. C'était peut-être de la culpabilité, peut-être de l'irritation. Difficile à dire avec Sandra ces derniers temps. Elle s'assit. Elle a rapproché l'assiette d'elle. Elle a mangé sans dire merci, les yeux rivés sur son téléphone. Ses doigts faisaient défiler quelque chose qui semblait plus intéressant que la femme qui l'avait élevée. Rose prépara l'assiette d'Anthony et la porta dans la chambre. Il était maintenant réveillé, se redressant lentement et attrapant machinalement ses pilules sur la table de chevet. Rose posa l'assiette devant lui et s'assit sur le bord du lit. Elle le regarda prendre son comprimé. Elle le regarda baisser les yeux vers les 2 œufs, les toasts et la petite tasse de thé.
Il leva les yeux vers elle. Il la connaissait depuis 50 ans. Il pouvait lire sur son visage mieux que dans n'importe quel livre. « Qu'a-t-elle dit » demanda-t-il. « Rien d'important » répondit Rose. Il la regarda longuement. Puis il baissa les yeux sur son assiette. Il prit sa fourchette. « Rose, » dit-il doucement. « Mange, » dit-elle. « Tant que c'est chaud. » Il mangea. Elle s'assit à côté de lui. Et derrière la porte de la chambre, la maison semblait s'animer autour d'eux, le claquement des talons de Sanders sur le sol, la télévision qui s'allumait dans le salon où Benjamin était déjà levé et ne faisait rien, le bruit de la voiture de Robert qui se garait dans l'allée, même s'il avait son propre appartement à l'autre bout de la ville et aucune raison particulière d'être là si tôt. Aucune raison particulière, si ce n'est celle que Rose commençait à comprendre. Quelque chose se préparait. Elle le sentait comme la pluie avant qu'elle n'arrive. Une pression dans l'air, un silence qui n'était pas paisible, mais empreint d'attente. Elle croisa les mains sur ses genoux et ne dit rien. Anthony mangea ses œufs en faisant semblant de ne pas entendre les voix qui se rassemblaient derrière la porte. Robert ne frappa pas. Il ne frappait plus jamais. C'est ce que Rose avait remarqué, la disparition progressive des petites marques de politesse. D'abord, il y avait eu le fait de ne plus frapper. Puis ce furent les salutations matinales. Puis ce furent les demandes de permission avant de prendre quelque chose dans le réfrigérateur, avant de changer de chaîne à la télévision, avant de prendre des décisions concernant une maison qui n'était pas la leur. Il entra directement dans la chambre où Rose était assise avec Anthony, sa fourchette toujours à la main, et Robert, les mains dans les poches, les regarda tous deux avec une expression que Rose ne parvint pas à déchiffrer. Pas méchant à proprement parler. Mais pas gentil non plus. Quelque chose entre les deux. Pire encore. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Tous ensemble. Dans le salon. Anthony posa sa fourchette. Je mange. Ça ne prendra pas longtemps. Rose posa la main sur le bras d'Anthony. Un léger contact. Un signal qui passa entre eux en une demi-seconde. Allons-y, c'est plus simple, ne résiste pas. Il comprit. Il avait toujours compris. Il posa son assiette sur la table de chevet, la moitié de la nourriture encore dessus, et prit sa canne. Le salon semblait différent avec eux 5 réunis. Ou peut-être avait-elle toujours eu cette impression et Rose ne s'en rendait compte que maintenant. Robert se tenait près de la fenêtre. Sandra avait quitté la table de la cuisine pour s'installer dans le fauteuil, ses papiers posés sur ses genoux. Benjamin était encore en pyjama sur le canapé, avec cette expression particulière de quelqu'un qui sait déjà ce qui va être dit et qui a déjà son opinion. Rose et Anthony étaient assis côte à côte sur le petit canapé contre le mur. Celui qui trônait au centre de la pièce, avant que Robert ne change la disposition des meubles un week-end sans demander la permission. D'accord, dit Robert. Il s'éclaircit la gorge. Alors, nous en avons tous parlé. Quand ? Demanda Anthony. Robert marqua une pause. Pardon. Quand avez-vous parlé ? Sa voix était calme. Parce que je n'ai rien entendu. Un regard fut échangé entre les 3 frères et sœurs. Rapide, discret et presque invisible. Mais Rose l'a remarqué. Elle avait passé 50 ans à observer les visages des gens. Elle a tout remarqué. On en parlait déjà depuis un moment, dit Sandra d'un ton suave. Entre nous. Parce que nous ne voulions pas vous inquiéter avant d'avoir un plan. Un plan ? Répéta Anthony. Oui. Il hocha lentement la tête, comme il le faisait lorsqu'il restait parfaitement calme. Quel genre de plan ? Demanda Rose. Sandra ouvrit son dossier. Bien sûr qu'elle avait un dossier. Sandra avait toujours un dossier. Rose pensa, une fois de plus, que sa deuxième enfant était née avec un dossier déjà entre les mains. J'ai examiné les chiffres du foyer. Commença Sandra. Et je veux être honnête avec vous deux, car je pense que l'honnêteté est importante. L'honnêteté, pensa Rose. Oui. Parlons d'honnêteté. La situation n'est pas tenable. Les médicaments de papa coûtent à eux seuls $200 par mois. La facture d'électricité a augmenté à cause du chauffage. Les courses coûtent beaucoup plus cher que ce qu'elles devraient coûter pour une maison de cette taille. Et l'entretien. J'ai construit cette maison, dit Anthony. Papa. Avec mes mains. Il les leva. Ses grandes mains rugueuses et tremblantes. Ses mains. 3 ans. Tous les week-ends. Je le sais, dit Robert. Et personne ne te l'enlève. Mais les choses sont différentes maintenant. Nous avons nos propres dépenses. Notre propre vie. Et la vérité, c'est que... Il marqua une pause. Et dans ce silence, Rose perçut tout ce qui allait suivre. Elle l'entendit comme on entend le tonnerre avant l'éclair. Non pas la chose elle-même, mais l'avertissement de sa venue imminente dans le ciel. Nous avons trouvé un endroit, conclut Robert. Un établissement de soins. Pas loin d'ici. Personnel propre et professionnel. Autre personne de votre âge. Vous auriez votre propre chambre, vos repas seraient pris en charge, et une assistance médicale serait assurée sur place pour l'état de santé de votre père. Une maison de retraite, a précisé Anthony. Un établissement de soins. Une maison de retraite.
Sa voix était devenue très basse. « Dis-moi ce qu'il y a, Robert. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Benjamin baissa les yeux. Sandra consulta ses papiers. Robert regarda son père, et l'espace d'un instant, une lueur fugace traversa son visage, peut-être de la honte. Puis elle disparut. « C'est la meilleure solution, » dit-il. « Pour tout le monde. » Rose ne pleura pas. Elle s'était promis depuis longtemps de ne pas pleurer devant eux. Non par orgueil, mais parce qu'elle savait instinctivement que ses larmes ne les attendriraient pas. Certaines personnes sont émues par les larmes. Ces trois-là, elle le comprenait maintenant, ne l'étaient pas. Assise, les mains jointes sur les genoux, elle contemplait ses enfants. Elle les observait attentivement un à un, cherchant à retrouver dans leur visage les petits enfants qu'elle avait portés, nourris, veillés toute la nuit, et aimés de tout son cœur. Elle y retrouvait des bribes d'eux. La mâchoire de Robert était la même qu'à 10 ans. Sandra avait les yeux de sa grand-mère. Benjamin, même maintenant, même ainsi, conservait une douceur autour de la bouche qui semblait innée. Mais les enfants eux-mêmes, ceux qu'elle avait connus, semblaient avoir disparu. Remplacés, peu à peu et sans qu'elle s'en aperçoive, par ces trois inconnus qui la regardaient et ne voyaient en elle qu'un numéro sur une page. Quand elle leur demanda, Robert parut presque soulagé qu'elle ne se dispute pas. « Nous leur avons déjà parlé. Ils peuvent vous prendre en fin de semaine. » Nous leur avons déjà parlé. La décision était donc prise. Elle l'avait été avant même le début de cette conversation. Il ne s'agissait pas d'une discussion. C'était une notification. Rose hocha la tête une fois. « Très bien, » dit-elle. Anthony la regarda fixement. Elle sentit son regard sur son visage. Elle ne lui rendit pas son regard. « Pas encore. »« Très bien, » dit Benjamin, et il semblait sincèrement surpris, comme s'il s'attendait à plus de combativité et qu'il était presque déçu de ne pas l'obtenir. « Très bien, » répéta Rose. Elle se leva et lissa sa robe. Elle retourna à la cuisine et termina de faire la vaisselle du petit déjeuner sans faire un bruit. Ce n'est que bien plus tard, après le départ de Robert, celui de Sandra pour le travail et celui de Benjamin qui s'était rendormi sur le canapé, que Rose alla dans le jardin pour étendre le linge. Le jardin était petit. Anthony avait planté un citronnier là il y a des années, quand les enfants étaient petits. C'était devenu un grand arbre, qui occupait la moitié du jardin, et l'été, il donnait tellement de citrons qu'il ne pourrait jamais en consommer. Rose préparait de la limonade et la laissait sur le perron pour les voisins. Elle était en train d'étendre des draps lorsqu'elle a entendu les voix. Elle s'est immobilisée. La fenêtre de la cuisine était ouverte. Sandra était revenue, peut-être pour sa pause déjeuner, ou bien elle avait oublié quelque chose. Elle discutait avec Benjamin, qui était apparemment réveillé après tout. Rose, elle, ne bougeait pas. Elle tenait un drap mouillé entre ses mains et écoutait. « Tu les as rappelés ?» demandait Sandra. « Oui, » répondit Benjamin. « Vendredi matin. Ils enverront une camionnette. »« Parfait. Et la chambre ? Je commencerai à la vider ce week-end. » Pause. Le bruit du réfrigérateur qui s'ouvre. « Tu crois qu'ils vont vraiment rester là-bas ?» demanda Benjamin. « Ou bien vont-ils essayer de revenir ? » « Ils ne reviendront pas ?» répondit Sandra d'une voix monocorde, assurée et sans la moindre hésitation. « Je m'en assurerai. »« Et la maison ?» Un silence plus long cette fois. « La maison est à nous, » dit Sandra. « Ça aurait toujours dû être comme ça. Ils sont trop vieux pour s'en occuper. On réglera les questions juridiques une fois qu'ils seront installés. » Ça convient à Robert ? C'est Robert qui l'a suggéré. Benjamin rit. Un petit rire discret et apaisé. Le rire de quelqu'un qui s'en est tiré à bon compte. Et les affaires de maman dans la chambre ? Tous ces cartons. On s'en occupera, dit Sandra. De toute façon, la plupart de ces objets ne sont que des babioles. Le réfrigérateur se referma. Des pas s'éloignèrent de la fenêtre. Anne-Rose se tenait dans le jardin, un drap mouillé à la main, près du citronnier qu'Anthony avait planté, sous le ciel qu'ils avaient partagé pendant 30 ans. Et maintenant, seulement maintenant, seule dans le jardin où personne ne pouvait la voir, elle se laissa aller à pleurer. Pas pour longtemps. Juste un instant. Le temps que la douleur la traverse et s'évacue, qu'elle puisse enfin réfléchir clairement. Puis elle s'essuya le visage avec le bord de son tablier. Elle étendit le drap sur la corde à linge. Elle prit le suivant. Il restait encore du linge à laver. Ce soir-là, Rose a tout raconté à Anthony. Elle a attendu que la maison soit suffisamment bruyante pour que personne ne les entende. La télévision de Benjamin était allumée à plein volume dans le couloir, Sandra était au téléphone dans sa chambre et Robert était rentré dans son appartement à l'autre bout de la ville. Elle s'assit alors sur le bord du lit, près d'Anthony, et lui raconta, doucement et prudemment, tout ce qu'elle avait entendu par la fenêtre de la cuisine. Il écouta sans l'interrompre. C'était inhabituel. Anthony n'était pas du genre à accepter passivement les mauvaises nouvelles. Toute sa vie, il avait été un homme de caractère, qui n'hésitait pas à se battre, qui utilisait sa force et sa voix puissante pour défendre ce qui comptait à ses yeux. Rose avait adoré cela chez lui. Au fil des ans,
Elle avait déployé une énergie considérable pour le calmer. Mais ce soir-là, il se contenta de s'asseoir et d'écouter. Et lorsqu'elle eut fini, il resta longtemps silencieux. La lampe de chevet était allumée, diffusant une douce lumière jaune sur eux deux. Dehors, la ville émettait ses bruits nocturnes. La circulation au loin, de la musique, l'aboiement d'un chien 2 rues plus loin. Des bruits ordinaires. La vie continue. La maison, dit finalement Anthony. Oui, ils veulent la maison. C'est ce qu'a dit Sandra. Il baissa les yeux sur ses mains. Ses mains qui avaient mélangé le béton, porté des briques et enfoncé des clous pendant 3 ans pour construire les murs qui les entouraient. Il les retourna lentement, les regardant comme si elles appartenaient à quelqu'un qu'il avait connu. Je vois, dit-il. Et ces 2 mots, prononcés si doucement, brisèrent le cœur de Rose plus profondément que n'importe quelle dispute. Elle s'attendait à ce qu'il soit en colère. Une colère qu'elle aurait pu gérer. La colère lui était familière, bruyante et intense, elle finissait toujours par s'éteindre d'elle-même, comme un feu. Elle savait comment accueillir la colère d'Anthony, comment attendre qu'elle passe, comment être présente une fois qu'elle serait passée. Mais ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus terrible. C'était un homme qui comprenait, pleinement et définitivement, que les enfants à qui il avait tout donné avaient regardé tout ce qu'il avait construit et avaient décidé que cela valait davantage sans lui. « Anthony, dit-elle. Je vais bien. Tu n'es pas obligé d'aller bien. » Il la regarda. Et elle le vit alors, ce qu'il s'efforçait tant de contenir. Cela bougeait derrière ses yeux comme l'eau derrière une vitre. « Que faire ?» demanda-t-elle. Il se tut de nouveau. La lampe vacilla une fois, légèrement, puis se stabilisa. « Rien, dit-il. Rien. On les laisse faire ce qu'ils veulent. » Il le dit lentement, comme s'il réfléchissait en parlant. « On ne se bat pas. On ne discute pas. On y va. » Rose le fixa du regard. « Anthony. Je suis fatiguée, Rose. » Et il l'a dit d'une manière qui signifiait bien plus que ce soir, bien plus que cette semaine. Il l'a dit d'une manière qui signifiait des années. Je suis trop fatiguée pour me battre contre ceux qui ont déjà pris leurs décisions. Et je ne veux pas passer le temps qu'il me reste à me disputer avec mes propres enfants, chez moi. Il tendit la main et lui prit la sienne. Alors, on y va, dit-il. Et nous partons la tête haute. Et nous ne leur donnons pas la satisfaction de nous voir mendier. Rose regarda ce vieil homme qu'elle avait aimé pendant 50 ans et pensa que même maintenant, même ici, même ainsi, il restait la meilleure personne qu'elle ait jamais connue. D'accord, murmura-t-elle. D'accord, répondit-il. Et ils restèrent assis ensemble à la lueur du lampadaire, se tenant la main, tandis qu'autour d'eux, la maison qu'Anthony avait construite s'enfonçait dans le calme de la nuit. Vendredi arriva vite. Rose avait passé les jours précédents à faire ce qu'elle faisait toujours. Cuisiner, nettoyer, se déplacer dans la maison avec son efficacité discrète. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle était attentive comme elle ne se l'était jamais permis auparavant. La façon dont la lumière du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine et dessinait un rectangle pâle sur le sol. Le son particulier du 3e regard fixe. L'odeur du citronnier qui entrait par la porte de derrière, portée par la brise. Elle la mémorisait. Elle n'avait pas emporté grand-chose. Un petit sac chacun. Quelques vêtements, leurs papiers importants, les médicaments d'Anthony. La photo de mariage accrochée au mur. Une petite Bible ayant appartenu à la mère de Rose, sa couverture usée comme de la peau par des années d'utilisation. Sandra surveillait son sac avec l'attention de quelqu'un qui s'assure de ne rien emporter de trop. Elle ne le dit pas à voix haute, bien sûr. Elle se tenait sur le seuil de la chambre et engageait la conversation sur la météo et la circulation, tout en comptant les affaires de Rose dans son sac. Rose ferma le sac et ne dit rien. La camionnette arriva à 9 heures du matin. 2 employés en uniforme bleu. Ils étaient polis, professionnels, du genre à avoir l'habitude de ce genre de situation et à savoir y aller avec délicatesse. L'un d'eux portait le sac d'Anthony. L'autre a offert son bras à Rose sur le perron. Robert était là. Sandra était là. Même Benjamin s'était habillé, ce qui, pour Rose, était comme un symbole en soi. Ils se tenaient sur l'allée et jouèrent la scène que Rose savait qu'ils allaient jouer. Les étreintes, les paroles rassurantes, les promesses. « Nous viendrons vous voir toutes les semaines », dit Robert en serrant sa mère dans ses bras. Ses bras étaient raides. Sa voix était chaleureuse. La combinaison des deux était presque plus douloureuse que l'absence totale d'étreinte. « Bien sûr que oui », dit Sandra en serrant la main de Rose. Ses doigts étaient frais. Benjamin serra Anthony dans ses bras, et par-dessus l'épaule de son fils, le regard d'Anthony croisa celui de Rose. Un bref instant. Juste le temps de dire « Je vois ça aussi. Je vois exactement ce que c'est. » Puis Anthony recula et se redressa. Il se redressa autant que son corps le lui permettait. Il ramassa son propre sac, même si le jeune homme en uniforme bleu tendait la main pour le lui prendre. Il marcha jusqu'à la camionnette par ses propres moyens. Rose regarda une dernière fois la porte verte. Ébréchée et décolorée,
Elle conservait cette nuance de vert qu'Anthony avait choisi 30 ans plus tôt, car elle lui rappelait sa maison. Elle se détourna. Elle ne se retourna pas. L'établissement Sunrise Care se trouvait à 40 minutes de là, de l'autre côté de la ville. Rose regardait les rues défiler par la fenêtre du fourgon. La ville s'animait autour d'eux. Les gens marchaient d'un pas rapide, les voitures se pressaient les unes contre les autres, les magasins ouvraient leurs portes pour la matinée. Chacun allait quelque part. Chacun avait un rendez-vous. Anthony était assis à côté d'elle, sa canne entre les genoux. Il regardait par sa fenêtre. Il n'avait pas dit un mot depuis leur départ. Elle prit sa main. Il la serra fort. Plus fermement qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'accrocha. Le bâtiment était bas et large, de couleur crème ancienne. Devant la maison, il y avait un petit jardin avec quelques bancs et des rosiers fanés. L'enseigne au-dessus de la porte était bleue et gaie, ornée d'un petit dessin de soleil dans un coin. À l'intérieur, une odeur de produits nettoyants flottait dans l'air, mêlée à une odeur sous-jacente que le produit tentait de masquer. Le sol était lustré, la lumière vive et tout était d'une propreté impeccable, presque clinique, moins accueillante. Une infirmière, munie d'un bloc-notes, prit leur nom. Une autre les conduisit à leur chambre. C'était petit. 2 lits étroits, une fenêtre donnant sur le parking, une salle de bain commune au bout du couloir. Il y avait une télévision fixée au mur et une petite table avec 2 chaises. Les repas sont servis à 19h, 12h et 18h, a dit l'infirmière en souriant. Il y a une salle commune au bout du couloir. Des activités sont proposées la plupart des après-midi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur le bouton près du lit. Elle partit. Rose et Anthony restèrent au milieu de la petite pièce et la contemplèrent. Rose s'assit alors sur le bord d'un des lits étroits. Elle appuya sa main sur le matelas et regarda par la fenêtre le parking. Anthony s'assit sur l'autre lit. Il appuya sa canne contre le mur. Il croisa les mains. « Eh bien ?» dit-il. « Eh bien ?» dit Rose. Dehors, dans le couloir, quelqu'un pleurait. Pas bruyamment, juste les sanglots réguliers et silencieux de quelqu'un qui pleurait depuis longtemps et qui n'y prêtait presque plus attention. Au bout du couloir, un vieil homme était assis seul dans la salle commune, sur une chaise face à la porte, observant avec espoir tous ceux qui passaient. Il les regardait encore quand Rose détourna les yeux. La première nuit fut la plus difficile. Rose, allongée dans l'étroit lit, fixait le plafond et écoutait les bruits environnants. Le silence n'était jamais total. Il y avait toujours quelque chose. Une porte qui s'ouvrait au loin, la télévision allumée au loin, les pas feutrés de l'infirmière de nuit faisant sa ronde, un cri ou un gémissement occasionnel venant du couloir, qui surgissait soudainement puis s'arrêtait net, comme si on éteignait quelque chose. Et par-dessus tout ça, ces pleurs étouffés. Ça continue. Patient et interminable comme la pluie. Elle tourna la tête et regarda par-dessus le petit espace entre les 2 lits. Anthony était allongé sur le dos, les yeux ouverts, fixant le même plafond. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-elle. « Non. » Elle tendit la main par-dessus l'espace entre les lits. Il porta la main à son dos. Leurs doigts se trouvèrent dans l'obscurité. « Ça ne sera pas toujours comme ça, » dit-elle. Même si elle n'en était pas sûre. « Non », acquiesça-t-il. Elle sentait bien qu'il n'en était pas sûr non plus. Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main, jusqu'à ce que la respiration d'Anthony se calme et s'approfondisse, et qu'elle sache qu'il s'était enfin endormi. Elle retira sa main délicatement pour ne pas le réveiller. Elle croisa les mains sur sa poitrine. Elle resta longtemps éveillée. Les journées à Sunrise Care avaient une structure bien définie. Le petit déjeuner, servi à cette heure dans la grande salle à manger où des tables rondes étaient occupées par des personnes âgées qui mangeaient pour la plupart en silence, était proposé. Certaines recevaient de la visite le week-end, la plupart non. Ils se déplaçaient dans l'établissement avec les mouvements lents et prudents de ceux qui avaient compris qu'il était inutile de se presser, car rien ne les attendait. Roche s'efforçait de retenir leur nom. C'était sa nature. Elle avait toujours pensé que connaître le nom d'une personne était le premier petit geste de respect qu'on pouvait lui témoigner. Il y avait Margaret, qui avait été institutrice et qui se comportait encore comme telle. Il y avait le vieux Henri, l'homme qui occupait le fauteuil de la salle commune, et qui, à sa grande surprise, avait un rire communicatif dès qu'on l'amenait à parler de son jardin. Il y avait une petite femme nommée Dorothy qui s'asseyait chaque après-midi près de la fenêtre et regardait le parking avec une concentration absolue, comme si elle attendait l'arrivée d'une voiture à tout moment. La fille de Dorothy l'avait amenée ici 6 mois auparavant. Elle n'était pas revenue. Dorothy attendait toujours. Une semaine passa. Aucun appel de Robert. Aucun appel de Sandra. Rien de Benjamin. Rose ne s'attendait pas vraiment à ces appels. Mais il y a une différence entre ne pas s'attendre à quelque chose et en ressentir l'absence réelle. Chaque fois qu'elle croisait son téléphone dans le couloir, elle le ressentait. Un petit espoir involontaire, aussitôt anéanti. Elle cessa de regarder son téléphone au bout de 5 jours. Anthony le remarquait. Il remarquait tout, même maintenant, malgré son état de santé.
Il observait sa femme évoluer dans cette nouvelle vie réduite et il voyait les traces de sa souffrance. La légère raideur de ses épaules lorsqu'elle passait le téléphone. Le regard qu'elle posait sur les autres résidents venus rendre visite aux familles le dimanche après-midi. Un regard qu'elle pensait invisible aux autres. Il le voyait bien. Cela le rendait de plus en plus silencieux chaque jour qui passait. Le 8e jour, Rose revint du petit déjeuner et le trouva encore au lit. Il était allongé sur le côté, face au mur. Son plateau repas, apporté par un membre du personnel, était resté intact sur la table. Anthony. Rien. Anthony, assieds-toi. Tu dois manger. Je n'ai pas faim. Elle s'assit au bord de son lit. Elle posa sa main sur son bras. À travers la fine manche de son pyjama, elle sentait combien il avait maigri en une semaine seulement. Elle l'avait remarqué aussi au petit déjeuner. Il mangeait à peine, se contentant de faire tourner les aliments dans son assiette et de fixer la table. « Regarde-moi, » dit-elle. Il se retourna lentement. Son visage était gris et fatigué. « Vous devez manger, » dit-elle. « Vos médicaments ne font pas effet l'estomac vide. Vous le savez. »« Qu'est-ce que ça peut faire ?» dit-il, et ce n'était pas une question. C'était pire qu'une question. C'était une affirmation. Plat et terne, sans la moindre combativité. Rose regarda le visage de son mari et sentit une peur l'envahir, différente de toutes celles qu'elle avait connues. Ce n'était ni la peur de la pauvreté, ni celle de la maladie, ni celle de la perte. C'était la peur de voir quelqu'un disparaître alors qu'il était encore juste devant soi. Elle prit la fourchette sur son plateau repas. « Ouvre la bouche, » dit-elle. Rose. Anthony James, ouvre la bouche. Il la regarda. Et quelque chose dans sa voix, une certaine fermeté, un refus d'accepter ce qui se passait, le toucha. Il se redressa lentement. Il prit la fourchette de sa main. Il mangea. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Cet après-midi-là, pendant qu'Anthony dormait, Rose s'assit dans la salle commune avec Margaret, l'institutrice retraitée, et elle se permit de réfléchir clairement à leur situation pour la première fois depuis leur arrivée. Ils ne pouvaient pas rester ici. Non pas que l'endroit fût horrible, le personnel était plutôt aimable, la nourriture correcte, son corps tenait le coup, mais Anthony s'affaiblissait. Elle le voyait se produire en direct, comme une bougie qui se consume. Il avait besoin d'air, d'un but, de dignité. Il avait besoin de se sentir comme un homme, et non comme un problème relégué aux oubliettes. Chaque jour passé entre ces murs couleur crème lui prenait quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir récupérer. « Tu réfléchis beaucoup », dit Margaret de l'autre côté de la table. Rose leva les yeux. La vieille institutrice la regardait d'un œil bienveillant et perçant. « Suis-je si évidente ?» demanda Rose. « Seulement pour quelqu'un qui a déjà pensé comme moi », répondit Margaret en croisant les mains sur la table. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« 8 jours. » Margaret hocha lentement la tête. « Ça va s'arranger, » dit-elle. Puis elle marqua une pause. « Ou alors on s'y habitue. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose. Depuis combien de temps es-tu ici ?»« 14 mois. » Elle le dit sans émotion particulière, comme on énonce un fait concernant la météo. Rose resta silencieuse. « Mon fils m'a amené, » poursuivit Margaret. Il a dit que c'était temporaire, le temps de régler quelques problèmes à la maison. Elle regarda les rosiers par la fenêtre. Il a réglé ses problèmes. Il n'est pas revenu. Les deux femmes restèrent un instant silencieuses. « Je suis désolée, » dit Rose. « Ne le sois pas, » répondit Margaret. « Garde-le pour toi. Tu en auras plus besoin que moi. » Elle prit sa tasse de thé. Ceux qui viennent d'arriver ont toujours ce regard. Comme s'ils attendaient encore de se réveiller d'un rêve. Ce regard disparaît-il ? Margaret y réfléchit sérieusement, comme un bon professeur réfléchit à une question qui mérite une vraie réponse. Ce regard disparaît, dit-elle finalement. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose dépend de la personne. Cette nuit-là, Anthony ne put plus dormir. Mais cette fois, c'est lui qui a tendu la main le premier. « Rose, » dit-il dans l'obscurité. « Je suis là. Je veux partir. » Elle resta silencieuse. « Je sais que nous n'avons nulle part où aller, » dit-il. « Je sais que je suis malade. Je sais que ça n'a pas de sens. » Sa voix était basse et posée, comme s'il avait longuement préparé ce discours. « Mais je préférerais mourir dehors, au grand air, plutôt que de rester ici et de disparaître. Je préférerais m'effondrer sur une route, n'importe où, plutôt que de rester assise dans cette salle à manger une semaine de plus à regarder tout le monde attendre des gens qui ne viendront jamais. » Rose fixait le plafond. « Si nous partons, » dit-elle prudemment, « où irons-nous ? Je ne sais pas. Vos médicaments. J'en ai assez pour 2 semaines si je fais attention. » Anthony marchait prudemment en s'appuyant sur sa canne. Rose restait près de lui. Elle observait ses mouvements, sa respiration, son rythme, la posture de ses épaules. Désormais, elle passait son temps à observer ces détails. Elle le lisait comme on lit la météo. Pendant les 30 premières minutes, tout allait bien. Puis le ciel commença à s'éclaircir et avec la lumière vint la chaleur. Même au petit matin, le soleil,
dans cette ville, avait ses ardeurs. Elle se manifesta avec force, s'abattant sur le bitume et rebondissant en vagues. Rose la sentit dans sa nuque et sur ses mains. Elle la sentit dans le poids de son sac. Elle jeta un coup d'œil à Anthony. Son allure avait ralenti. Sa respiration avait changé. Elle l'entendait maintenant, un peu laborieux, un peu irrégulier. Le son qu'elle connaissait. « On peut se reposer », dit-elle. « Pas encore. Il y a un arrêt de bus. » « Rose. » « Pas encore. » Elle n'insista pas. Elle resta à ses côtés et adopta son rythme, plus lent désormais, et ils avancèrent ensemble le long de la route tandis que la circulation matinale commençait à s'intensifier autour d'eux, voitures, camions et motos les dépassant sans ralentir, tous remplis de gens se rendant quelque part avec l'indifférence totale de ceux qui ont un rendez-vous à prendre. Un vieux couple était assis au bord de la route, avec 2 petits sacs. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a regardé. 1 heure passa. Peut-être plus. Rose avait maintenant mal aux jambes, ses genoux la faisant souffrir comme à leur habitude, mais elle ignora la douleur et continua d'avancer. Elle pourrait se fatiguer plus tard. Pour l'instant, elle devait veiller sur Anthony. Il était devenu très silencieux. C'était le signe qu'elle avait appris à redouter plus que tout autre. Quand Anthony se taisait ainsi, non pas le silence pensif d'un homme absorbé par ses pensées, mais le silence laborieux d'un homme qui économise toutes ses forces pour continuer d'avancer, cela signifiait que quelque chose n'allait pas en lui. Quelque chose travaillait trop. « Anthony, » dit-elle. « Nous devons nous arrêter. » Encore un peu plus loin, dit-il. Sa voix était plus faible qu'1 heure auparavant. « Maintenant, » dit-elle. Il s'arrêta. Elle le conduisit jusqu'au bord de la route, où se trouvait un muret en béton, et le fit asseoir dessus. Il s'y laissa tomber lourdement, comme si quelque chose le soutenait et venait de le lâcher d'un coup. Sa canne cliqueta contre le béton. Elle s'accroupit devant lui et le regarda. Gris. Humide de sueur malgré l'heure matinale. Ses lèvres avaient une couleur qui lui déplaisait. « Vos pilules, » dit-elle. « Vous les avez prises ce matin ?»« Oui. »« Quand as-tu bu de l'eau pour la dernière fois ?» Il y réfléchit. Le simple fait qu'il doive y réfléchir l'inquiétait. Elle fouilla dans son sac et trouva la petite bouteille en plastique qu'elle avait remplie avant leur départ. Elle le lui tendit dans les mains. Il but. Autour d'eux, l'autoroute grondait et grondait à toute allure. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, plat et dur, sans pitié. Rose se leva et regarda la route. Les voitures qui passaient. Le vaste paysage désert qui les entourait. L'autoroute s'étendait dans les 2 sens, quelques bâtiments bas se profilaient au loin, rien de proche. Soudain, avec une clarté glaciale, elle comprit à quel point ils étaient seuls. Pas de téléphone. Pas d'argent. Personne ne savait où ils se trouvaient. Une vieille femme et un vieil homme malade, au bord d'une route, tandis que le monde défilait à 100 km à l'heure sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Elle ne se laissa pas envahir par la peur. Pas encore. La peur viendrait plus tard, elle trouverait un moment d'intimité pour y penser, comme toujours. Pour l'instant, elle avait besoin de réfléchir. Elle regarda Anthony. Sa respiration était encore irrégulière. Sa main tremblait sur le muret de béton. Elle leva les yeux vers la route. Elle s'avança jusqu'au bord et tendit le bras. La première voiture ne s'arrêta pas. La seconde non plus. La troisième ne s'arrêta pas. Elle garda le bras tendu. Elle se tenait aussi droite que son corps de 70 ans le lui permettait, et le bras tendu vers la circulation dense, elle ne bougea pas. « Rose », dit Anthony derrière elle. « Tais-toi », dit-elle doucement. Une autre voiture. Elle ne s'arrêta pas. Encore une. Elle ferma les yeux. Elle ne récitait pas de prière compliquée. Elle ne l'avait jamais fait. Elle parlait simplement en elle-même, de la même manière directe et simple qu'elle avait toujours eue avec Dieu. « S'il vous plaît, il a besoin d'aide. Veuillez envoyer quelqu'un. » Elle ouvrit les yeux. Une vieille voiture, cabossée et poussiéreuse, roulant plus lentement que la circulation environnante, se gara sur le bas-côté. Elle s'arrêta à environ 6 mètres devant eux. Elle était immobilisée, feu de détresse clignotants orange, tandis que la circulation défilait à toute allure de l'autre côté. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la portière du conducteur s'ouvrit et un jeune homme en sortit. Il avait peut-être une 30aine d'années. Ni grand, ni imposant, un jeune homme ordinaire en tenue de travail. Pantalon foncé et chemise bleu clair aux manches retroussées jusqu'aux coudes. Son visage simple et ouvert, ses yeux sombres, passèrent rapidement de Rose à Anthony, scrutant la situation avec l'attention soutenue de quelqu'un qui avait immédiatement compris que quelque chose clochait. Il s'approcha d'eux sans hésiter. « Ça va ?» demanda-t-il. Il regarda Anthony, appuyé sur la barrière, puis la canne de Rose, les bras toujours tendus en l'air. « Que s'est-il passé ? Êtes-vous blessé ? » « Mon mari, » dit Rose. Sa voix était plus assurée qu'elle ne l'était. Son cœur. Il doit s'asseoir correctement. Il a besoin d'eau et d'ombré. D'accord, dit le jeune homme. C'est tout. D'accord. Comme si c'était simple.
comme s'il n'y avait rien d'autre à prendre en compte. Il s'approcha directement d'Anthony. Il s'accroupit devant lui comme Rose l'avait fait, le regarda en face, puis, sans demander la permission, passa un bras autour du dos du vieil homme et l'autre main sous son aisselle. « Je te tiens, » dit-il à Anthony. « Doucement, doucement. On va vous emmener à la voiture. » Anthony le regarda. Rose vit la fierté se peindre sur le visage de son mari, l'instinct de dire « Je peux me débrouiller, je n'ai pas besoin d'aide ». Et elle vit Anthony poser les yeux sur le visage de ce jeune inconnu et y déceler quelque chose qui le fit laisser tomber sa fierté. « D'accord, » dit Anthony doucement. « D'accord, » répondit le jeune homme. Ils se dirigèrent ensemble vers la voiture. Il s'appelait Marcos. Il leur dit cela tout en aidant Anthony à s'installer sur le siège arrière, en passant délicatement la ceinture de sécurité autour de lui et en vérifiant que ses jambes étaient bien installées. Il prit ensuite leurs 2 sacs, les mit dans le coffre et ouvrit la portière passager avant à Rose avec une aisance qui lui fit penser qu'il avait été élevé par quelqu'un qui lui avait appris à bien traiter les gens. « Où allez-vous » demanda-t-il en montant et en démarrant la voiture. Rose ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas de réponse à cette question. Marcos la regarda dans le miroir. Il semblait comprendre. Il n'a pas insisté. « L'hôpital d'abord » a-t-il dit. Le reste après. Il s'est réinséré dans la circulation. Sur la banquette arrière, la tête d'Anthony s'est renversée contre l'appui-tête. Rose se retournait pour le regarder toutes les quelques minutes. Son teint était encore pâle, mais les tremblements de ses mains s'étaient légèrement atténués. Elle pensa que c'était mieux. Elle espérait que c'était mieux. Marcos conduisait en silence, ce dont elle lui était reconnaissante. Elle n'était pas encore prête à s'expliquer. Assise, son sac sur les genoux, elle regardait la ville défiler par la fenêtre et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des semaines. Elle avait l'impression que quelqu'un la dirigeait. Pas elle. Pas Anthony. Pour cet instant précis, quelqu'un d'autre était au volant et elle pouvait s'asseoir côté passager et simplement respirer. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était épuisée jusqu'à ce moment où elle n'avait plus à tout gérer. Elle respirait. L'hôpital était à 20 minutes. Marcos s'est garé devant l'entrée des urgences et a fait sortir Anthony de la voiture pour l'installer dans un fauteuil roulant avant même que Rose n'ait fini d'ouvrir sa portière. Il a parlé à la réceptionniste avec une franchise et un calme qui ont permis d'accélérer les choses, contrairement à Rose, arrivée seule, âgée et inquiète. Âgé de 78 ans et souffrant d'une maladie cardiaque connue, il est debout sous la chaleur depuis plus d'1 heure et présente des signes de détresse cardiaque, a déclaré Marcos. Il faut le faire examiner immédiatement. La femme regarda Anthony. Elle hocha la tête. Elle prit son téléphone. Quelques minutes plus tard, Anthony était conduit à travers les doubles portes. Rose commença à les suivre. Une infirmière l'arrêta doucement. « Nous prendrons bien soin de lui. Attendez ici, nous viendrons vous chercher dès qu'il sera installé. » Les portes doubles se refermèrent. Rose resta dans le couloir, le regard fixé sur l'endroit où son mari venait de disparaître. Elle resta là un instant qui lui parut une éternité. Puis elle sentit une douce main se poser sur son coude. Marcos était à côté d'elle, tenant un gobelet d'eau en plastique. « Viens t'asseoir », dit-il. Ils s'installèrent dans la salle d'attente, sur 2 chaises en plastique adossées à un mur vert pâle. Rose tenait son verre d'eau et Marcos était assis à côté d'elle, les coudes sur les genoux, silencieux, sans regarder son téléphone, simplement présent. Juste là. Au bout d'un moment, Rose a dit « Tu vas être en retard au travail. Ce n'est pas grave. Vous ne nous connaissez même pas. » Il resta silencieux un instant. « Ma grand-mère a séjourné dans un endroit comme celui-ci, » dit-il. Une hôpital l'attendait. Et personne n'est venu s'asseoir à ses côtés. Il regarda ses mains. J'étais trop loin. Quand je suis arrivé, il était trop tard. Il marqua une pause. Je n'aime pas l'idée que les gens restent seuls à l'hôpital. Rose le regarda. Son visage simple et ouvert. La façon dont il l'a dit. Sans prétention, sans espoir de remerciement, simplement comme un constat, comme on explique ses propres actions. « Quel est votre nom déjà » demanda-t-elle. « Marcos. »« Marcos » répéta-t-elle. « Je suis Rose. »« Je sais, » dit-il. « Votre mari l'a dit en venant. » Rose par-ci, Rose par-là. Un petit sourire. « Il parle beaucoup de toi pour quelqu'un qui a un problème cardiaque. » Rose rit. Le rire la surprit. Il lui échappa avant qu'elle puisse le retenir, petit et soudain, et la laissa à la fois plus légère et au bord des larmes. Elle porta la main à sa bouche. « Je suis désolée, » dit-elle. « Ne le sois pas, » répondit Marcos. « C'est bon à entendre. » 3 heures passèrent. Un médecin sortit et parla à Rose. Anthony avait subi ce qu'ils appelèrent un léger trouble cardiaque, pas l'infarctus qu'elle avait craint, mais suffisamment grave. Son cœur était soumis à un stress important. Il avait besoin de repos, d'un ajustement de son traitement et d'une surveillance. Il devrait rester hospitalisé au moins 2 nuits. « Y a-t-il de la famille que nous pourrions contacter ?» demanda le médecin. Rose pensa à Robert.
Sandra. Benjamin. Non, dit-elle. Il nie à personne. Le médecin hocha la tête et franchit de nouveau les portes. Rose se rassit. Marcos était toujours là. Il leur avait acheté à tous les deux des sandwichs à la cafétéria de l'hôpital, ainsi qu'une bouteille d'eau, et les avait discrètement posés sur la chaise à côté d'elle, sans en faire toute une histoire. Elle le regarda. Tu as ta propre vie, dit-elle. Tu devrais y aller. J'irai quand je saurai que tu vas bien. Marcos. Madame Rose. Il le dit fermement mais gentiment, comme on parle à quelqu'un qu'on respecte mais avec qui on n'est pas d'accord. Veuillez manger votre sandwich. Elle le regarda encore un instant. Puis elle prit le sandwich. Elle lui raconta tout ce soir-là. Elle n'avait pas prévu de venir. Mais il était encore là quand les visites ont commencé et il l'a accompagnée jusqu'à la chambre d'Anthony. Il est resté silencieux dans un coin tandis que Rose était assise près du lit d'Anthony et lui tenait la main. Anthony a regardé Marcos et a dit « Tu es encore là ?»« Oui, monsieur », a répondu Marcos. « Pourquoi ?» Marcos y réfléchit. « Je ne suis pas sûr de pouvoir y aller tant que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » dit-il. « Si cela a du sens. » Anthony le fixa longuement du regard perçant d'un homme qui, depuis 78 ans, lit dans les gens. « C'est logique, » dit-il. Puis il regarda Rose. « Dis-lui, » dit-il. « Anthony. Dis-lui Rose. » Dès le début. C'est ce qu'elle a fait. Elle a parlé à Marcos de la maison à la porte verte. Elle lui parla des enfants, des plaintes et du dossier de facture sur la table de la cuisine. Elle lui raconta ce matin où ils étaient réunis au salon comme en pleine réunion, et comment elle avait surpris la conversation de Sandra et Benjamin par la fenêtre de la cuisine. Elle lui parla de la camionnette, des uniformes bleus et des promesses qui, chacun le savait, n'en étaient pas. Elle lui a parlé de l'établissement, de Dorothy près de la fenêtre, d'Anthony qui devenait silencieux le matin. Elle lui avait parlé de sa décision avant l'aube. Marcos l'avait écoutée en entier sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, le silence régnait dans la pièce, hormis le léger bip régulier du moniteur cardiaque d'Anthony, qui poursuivait patiemment son travail. Marcos baissa les yeux un instant, puis les releva. Son visage avait changé. Pas de façon spectaculaire, il n'était pas du genre à avoir des expressions exagérées. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il y avait comme une tension palpable, une sorte de décision tranquille, comme celle qui s'installe une fois qu'on a pris une décision. « Je dois passer un coup de fil, » dit-il. Il sortit dans le couloir. Rose regarda Anthony. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle doucement. Anthony regarda la porte par laquelle Marcos venait de sortir. « Je crois, » dit-il lentement, « que Dieu vous a entendu ce matin. » Rose se retourna vers le moniteur cardiaque. Vers son bip régulier et fidèle. « Moi aussi, » dit-elle. Marcos s'absenta une quinzaine de minutes. Rose profita de ce temps pour faire ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle avait besoin de se recentrer. Elle s'est concentrée sur les petits détails pratiques. Elle a versé un verre d'eau à Anthony depuis la carafe posée sur sa table de chevet. Elle a remis sa couverture en place. Elle trouva un peigne dans son sac et lui coiffa doucement les cheveux comme elle savait qu'il les aimait, avec une raie à gauche, bien coiffée. Anthony se laissa faire en silence, les yeux mi-clos. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-il. « Je ne m'énerve pas, » dit-elle. « Je te coiffe. C'est la même chose. » Ce n'est pas la même chose. Il sourit. À peine. Juste ce qu'il fallait. Elle rangea le peigne, se rassit, lui prit la main et ils attendirent. Quand Marcos revint, son expression avait de nouveau changé. Cette fois, son ton était plus léger, comme si l'appel téléphonique avait apaisé les choses au lieu de les compliquer. Il prit la chaise libre dans le coin et s'assit en face d'eux. « J'ai appelé ma femme, » dit-il. « Tu es marié ?» dit Rose. « Depuis 6 ans. » Une fierté discrète. Elle s'appelle Anna. Je lui ai tout raconté. Rose regarda Anthony. Anthony regarda Marcos. Tout ? demanda Anthony. Tout. Marcos se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Elle veut vous rencontrer. Elle. Elle a dit des choses sur vos enfants que je ne répéterai pas dans une chambre d'hôpital. Un léger sourire. Anna a des opinions bien tranchées. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai épousée. Malgré tout, malgré l'endroit où ils se trouvaient et comment ils étaient arrivés là, Rose sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une sensation chaude et inattendue, comme le soleil qui filtre par une fenêtre dont on avait oublié l'existence. « Elle ne nous connaît pas, » dit Rose. « Non, » acquiesça Marcos. Mais elle en sait assez. Il marqua une pause. « Nous avons une maison. Elle n'est pas grande. Mais il y a une pièce que nous utilisons comme débarras, qui n'en est pas vraiment un. C'est un dossier rempli de choses qu'on se promet sans jamais régler. » Il les regarda tous les deux fixement. Anna dit qu'on pourrait le vider d'ici votre sortie. Si vous le souhaitez. La pièce était très calme. Le moniteur cardiaque a émis un bip. Vous nous offrez une chambre, dit lentement Anthony. Nous vous offrons un foyer,
répondit Marcos. Aussi longtemps que vous le souhaiterez. Vous deux. Il l'a dit simplement, sans la moindre emphase, comme il l'avait fait pour tout le reste. Comme si c'était la suite logique. Anna avait dit exactement. Amenez-les ici, Marcos. Rose baissa alors les yeux sur ses mains posées sur ses genoux. Elle regarda la main d'Anthony sous la sienne. Elle regarda la fine couverture d'hôpital, la carafe d'eau en plastique, le mur vert pâle. Elle repensa à tout ce qu'elle avait confié à ce jeune homme ce soir-là, 50 ans de sa vie étalés dans cette chambre d'hôpital, et elle songea à ce que cela signifiait qu'un inconnu ait tout entendu et que ce soit sa réaction. Elle serra les lèvres. « On ne peut pas vous demander ça, » dit-elle. « Vous ne me l'avez pas demandé, » répondit Marcos. « Je l'ai proposé. Nous sommes vieux et nous prenons de la place, et Anthony a des besoins médicaux. Madame Rose. » Elle s'est arrêtée. « Ma grand-mère, » dit-il doucement. « Celle dont je t'ai parlé. Celle qui était seule à l'hôpital. » Il marqua une pause. Elle est morte sans savoir que quelqu'un allait venir. J'y ai pensé toute ma vie d'adulte. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne serai pas la cause de ce que quelqu'un d'autre ressent. Pas quand je peux y faire quelque chose. Le silence régnait dans la pièce. Anthony observait Marcos avec le même regard long et attentif qu'il lui avait lancé plus tôt. Il l'analysait. Il prit sa mesure. « Jeune homme, » dit finalement Anthony. « Monsieur. Que faites-vous dans la vie ?» Marcos parut légèrement surpris par la question, vu la situation. « Je suis mécanicien. J'ai un petit garage. Rien de bien important. » Anthony hocha lentement la tête. « Tu as construit quelque chose toi-même. » « Oui. » « Avec vos mains. » « En grande partie, oui. » Anthony resta silencieux un instant. Puis il regarda Rose. Et Rose reconnut ce regard. Elle l'avait vu 10 000 fois en 50 ans. C'était ce regard qui signifiait tout. « C'est ça. Je le sais, vous le savez, et il est inutile de faire semblant du contraire. » Elle se retourna vers Marcos. « Nous aimerions rencontrer Anna, » dit-elle. Anna est arrivée le lendemain matin. Rose l'a entendue avant même de la voir. Une voix vive et rapide dans le couloir demandait à une infirmière quelle chambre il fallait prendre. Puis la porte s'ouvrit et une jeune femme entra, portant un récipient de nourriture et arborant une expression si spontanée et sincère que Rose se leva instinctivement. Anna avait peut-être 28 ans. Petite et vive, avec des yeux sombres et un visage qui trahissait toutes ses pensées. Elle regarda d'abord Rose, puis traversa la pièce et prit les deux mains de Rose dans les siennes. « Je suis furieuse contre vos enfants, » dit-elle en guise d'introduction. Rose rit, de ce rire surpris qu'elle ne pouvait retenir. « Je m'appelle Anna, » dit la jeune femme. « J'ai apporté à manger parce que la nourriture d'hôpital est une insulte pour les gens qui souffrent déjà. » Elle posa le récipient sur la table, puis se tourna vers Anthony, alité, et le désigna du doigt. « Tu dois manger, te reposer et ne pas te disputer avec qui que ce soit. Marcos m'a dit que tu étais têtu. »« Marcos ne me connaît pas, » a dit Anthony. « Il te connaît depuis un jour et il le sait déjà, » dit Anna. Elle ouvrit le récipient. « J'ai fait de la soupe. Ce n'est pas compliqué, mais c'est bon et c'est de la vraie nourriture. » Elle se déplaçait dans la petite chambre d'hôpital avec une aisance qui la rendait soudain moins impersonnelle. Elle trouva des bols, rangea la table de chevet, s'assit sur la chaise libre et, avec Marcos, elle se remémorait le quartier, le marché à 2 rues de là où les légumes étaient meilleurs qu'ailleurs. Elle parlait comme certaines personnes, non pas pour combler le silence, mais parce qu'elle était vraiment présente, sincèrement intéressée et qu'elle débordait d'une grande chaleur qui avait besoin de s'exprimer. Anthony la regardait avec une expression de plus en plus marquée que Rose reconnut elle aussi. C'était l'expression qu'il avait en regardant leurs enfants quand ils étaient petits et sages, avant que tout ne se complique. C'était l'expression d'une joie inattendue. 2 jours plus tard, quand Anthony sortit de l'hôpital, la chambre chez Marcos et Anna était prête. Anna avait envoyé une photo à Marcos sur son téléphone, qu'il montra à Rose dans le couloir. Une chambre simple avec un vrai lit, une armoire, une fenêtre donnant sur une petite cour arborée. Des rideaux propres. Une table de chevet avec une lampe. Rose contempla longuement la photo. « L'arbre, » dit-elle. « De quelle espèce s'agit-il » Marcos regarda la photo. « Je ne sais pas vraiment. C'est Anna qui l'a planté. Tu pourrais lui demander. »« On dirait un citronnier, » dit Rose à voix basse. Marcos la regarda, intrigué par ce qu'elle y voyait, sans poser de questions. Le trajet jusqu'à chez Marcos et Anna les fit traverser des quartiers de la ville que Rose ne connaissait pas. Des rues plus étroites et plus calmes, avec du linge étendu entre les immeubles, des enfants à vélo et des épiceries aux portes ouvertes. La maison elle-même était modeste, une construction basse et solide, avec un petit jardin devant, peinte d'un jaune délavé qui avait sans doute été plus vif autrefois. Un vélo était appuyé contre le mur extérieur et une paire de bottes de travail se trouvait près de la porte. Anna attendait sur le perron. Elle avait visiblement guetté la voiture car elle descendit l'allée avant même qu'elle ne soit arrêtée, ouvrant la portière arrière à Anthony avec l'attention méticuleuse de quelqu'un qui avait réfléchi à la manière de procéder. « Doucement, dit-elle.
Il n'y a pas d'urgence. Elle et Marcos ont aidé Anthony à remonter le chemin qui les séparait. Rose suivit, portant les 2 sacs, en observant le petit jardin. Un peu envahi par la végétation, quelques fleurs luttaient gaiement à travers les mauvaises herbes, et devant la porte, peinte en bleu, non en vert, mais d'une belle couleur, pensa-t-elle. Une couleur accueillante. Elle entra. La chambre était exactement comme sur la photo, mais plus chaleureuse en réalité. Anna avait posé un petit vase de fleurs sur la table de chevet, sans doute de simples fleurs achetées au marché, et avait soigneusement replié la couverture, comme on le fait pour accueillir quelqu'un avec bienveillance. Recherché. Rose se tenait sur le seuil et le fixait. Elle sentit Anthony venir se placer à ses côtés. Elle ne dit rien. Lui non plus. Derrière eux, Marcos et Anna se tenaient dans le couloir, et un silence pesant s'installa, contenant tout. Toute cette étrangeté, cette tristesse, et l'incroyable improbabilité de la façon dont ils s'étaient tous retrouvés là, à cet instant précis, dans cette petite pièce avec sa fenêtre, sa lampe et son vase de fleurs simples. Puis Rose entra et posa son sac sur la chaise. « Voilà, dit-elle. Allongez-vous. Je vais bien, dit Anthony. Vous sortez tout juste de l'hôpital, dit-elle. Allonge-toi. Elle a raison, dit Anna depuis l'embrasure de la porte. Anthony chercha du réconfort auprès de Marcos. Ne me regarde pas, dit Marcos. Anthony marmonna quelque chose entre ses dents. Mais il resta assis sur le lit. Anna croisa le regard de Rose de l'autre côté de la pièce et lui adressa un sourire rapide, éclatant et complice, le sourire d'une femme à une autre qui disait « Nous nous comprenons parfaitement ». Ce soir-là, elles mangèrent tout ensemble à la petite table de la cuisine. C'était un repas simple, du riz, des haricots, du poulet qu'Anna avait cuisiné avec des herbes dont le parfum embaumait la maison, une odeur si chaleureuse, si simple, si agréable que Rose dut s'arrêter un instant sur le seuil de la cuisine pour l'inspirer profondément. Elle pensa. Voilà l'odeur qu'une maison est censée avoir. Ils discutèrent. De choses sans importance. Des broutilles, le garage de Marcos, un client difficile qu'il avait eu cette semaine-là, le travail d'Anna au centre communautaire, l'arbre dans le jardin, qu'Anna confirma être un citronnier. À cette information, Rose et Anthony échangèrent un regard inexplicable. Après le dîner, Marcos prépara du thé et ils restèrent un peu plus longtemps. Dehors, la ville s'enfonçait dans sa douce nuit. À l'intérieur de la petite maison jaune de la rue tranquille, 4 personnes étaient assises autour d'une table de cuisine. La conversation allait bon train, le thé était chaud et la lampe diffusait une douce lumière. Rose jeta un coup d'œil à Anthony de l'autre côté de la table. Il avait meilleure mine qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il était assis bien droit, comme il le faisait quand il se sentait lui-même. Il écoutait Marcos avec un intérêt sincère, visible dans son regard. Il leva les yeux et la surprit à le regarder, puis il sourit. La vraie. Celui dont elle était tombée amoureuse, celui qui s'était caché derrière toutes ces semaines grises et difficiles. Elle lui sourit en retour. Encore du thé. S'il te plaît, dit Anna. 3 semaines passèrent. Puis 4. Les journées passées dans la petite maison jaune avaient une douceur que Rose n'avait pas connue depuis des années. Elle se réveillait le matin sans cette lourdeur dans la poitrine, ou du moins sans cette lourdeur particulière qui avait régné dans la maison à la porte verte. Elle se levait toujours tôt, comme d'habitude, mais désormais, le réveil était pour elle un cadeau plutôt qu'une obligation. Anna et elle avaient instauré un rythme matinal paisible sans jamais en parler. Rose alla la première à la cuisine et mit l'eau en marche. Anna descendit 10 minutes plus tard et ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec l'aisance naturelle de 2 personnes qui avaient décidé, sans un mot, de se faire confiance. Ils parlaient de choses et d'autres au petit matin, ce qu'ils allaient cuisiner, la météo, quelque chose qu'Anna avait entendu au centre communautaire. Parfois, ils ne disaient rien du tout, et c'était tout aussi agréable. Anthony reprenait des forces. Non pas rapidement, et non sans revers. Il y avait des jours où il quittait à peine son lit, des jours où son cœur lui rappelait brutalement ses limites. Mais il y avait aussi des jours où, le week-end, il s'asseyait dans le petit jardin avec Marcos, et tous deux discutaient du citronnier, de l'état de la clôture et d'autres travaux pratiques à effectuer. Il y avait des jours où son visage restait rouge jusqu'au soir. Rose l'observait attentivement, sans rien dire de ce qu'elle voyait. Mais elle l'a vu. Un matin, environ 4 semaines plus tard, Anna descendit et trouva Rose déjà en train de préparer non pas le thé, mais un petit déjeuner complet. Des œufs, des bananes plantains frites, des toasts, tout était disposé sur le comptoir avec l'organisation impeccable d'une femme qui nourrissait des gens depuis 50 ans. Anna se tenait sur le seuil de la cuisine et la regarda. « Rose, dit-elle, tu n'es pas obligée de faire ça. »« Je sais, » dit Rose. « Je le voulais. » Anna la regarda un instant. Elle s'approcha alors d'elle, se tint près du fourneau et prit une spatule. « Montre-moi comment tu fais cuire les plantains, » dit-elle. « Les miens sont toujours ratés. »« Trop de pétrole, » a immédiatement déclaré Rose.
Marcos dit la même chose et je pense toujours qu'il a tort. Il n'a pas tort. Anna rit. Ne lui dis pas ça. Elles se tenaient ensemble devant le poêle, baignées par la lumière du petit matin. Rose montrait à Anna la température exacte, le moment précis où retourner la cuisson, ces petits détails qui lui avaient demandé des années de pratique, mais qu'elle pouvait transmettre gratuitement. C'est aussi ainsi qu'elle montrait son amour. Elle ne l'avait pas perdu. Marcos descendit et trouva le petit déjeuner sur la table, les deux femmes déjà assises. Il se tenait sur le seuil de la cuisine, observant le festin. « J'ai cru entendre des plats mijotés, » dit-il. « Assieds-toi, » dit Anna. Rose a réussi. Marcos regarda Rose. « Tu n'étais pas obligée. Si quelqu'un d'autre me dit ça, » dit Rose d'un ton aimable, « je serai contrariée. » Marcos s'assit. Il goûta la banane plantain. Il regarda Anna. « C'est mieux que le tien, » dit-il. « Je sais, » répondit Anna. « Elle me l'a montré. Peut-elle te le montrer encore ?» Plusieurs fois, Anna lui lança un morceau de pain. Anthony arriva à la porte de la cuisine à ce moment-là, canne à la main, et observa la scène. Le pain était par terre, Marcos riait, Anna essayait de se retenir, Rose secouait la tête avec l'air de quelqu'un entouré d'idiots adorés. Il tira sa chaise et s'assit. « Une matinée normale, donc, » dit-il. C'est un mardi, 5 semaines après leur arrivée, que la lettre arriva. Rose était au jardin avec Anthony. Il était assis dans son fauteuil, baigné par le soleil matinal, tandis qu'elle s'occupait du parterre de fleurs qu'Anna avait commencé puis abandonné, un projet visant à l'organiser. Les mains dans la terre, elle ne pensait à rien de particulier, un luxe qu'elle avait presque oublié. Elle entendit Anna l'appeler de l'intérieur. « Rose, il y a un homme à la porte. Il demande à parler à Anthony. » Rose leva les yeux. Elle et Anthony échangèrent un regard. « Quel genre d'homme ?» lança Anthony. « Il dit qu'il travaille dans un cabinet d'avocat. » Un silence s'installe. Rose se rassied sur ses talons. Elle regarda ses mains noircies par la terre. Elle regarda Anthony. Son expression était indéchiffrable. « Envoyez-le, » dit Anthony. L'homme était jeune, pas plus de 30 ans, vêtu d'un costume impeccable, un peu trop chaud pour la saison. Il portait une pochette en cuir et avait la démarche précise et assurée de quelqu'un formé pour transmettre des informations délicates sans faire de vagues. Il regarda Anthony, assis dans son fauteuil de jardin, et consulta son dossier. « Monsieur Anthony Walker, » dit-il. « C'est moi, » répondit Anthony. « Je m'appelle Daniel Cole. Je travaille pour le cabinet d'avocats Henry et Burns. » Il a ouvert le dossier. « Nous essayons de vous joindre depuis un certain temps, monsieur. Nous avions une ancienne adresse dans nos dossiers. Nous avons déménagé, » a simplement répondu Anthony. « Oui. Nous avons fini par vous retrouver grâce aux dossiers hospitaliers, avec votre autorisation obtenue auprès de l'établissement. » Il s'éclaircit la gorge. « Monsieur Walker, je suis ici concernant la succession de votre grand-père, Monsieur George Walker, décédé il y a 3 ans. » Rose baissa sa truelle. Anthony ne dit rien. Son visage demeura impassible. « Votre grand-père, » poursuivit le jeune homme, « a laissé une fortune considérable. Conformément à ses dernières volontés, la succession revient à son aîné des descendants mâles, et nos recherches ont confirmé qu'il s'agit de vous. » Il marqua une pause. Le patrimoine comprend 10 immeubles locatifs résidentiels répartis dans la ville, actuellement gérés par notre société, et des actifs liquides totalisant un peu plus de 20 millions de dollars. Le jardin était plongé dans un silence absolu. Quelque part dans le citronnier, un oiseau émettait un petit chant persistant. « 20 millions de dollars, » dit Anthony. « Oui, monsieur. »« Des dollars ? » ?»« Oui, monsieur. » Anthony regarda Rose. Rose regarda Anthony. Ils restèrent silencieux un instant. Puis Anthony reprit d'une voix toujours aussi calme. « Et pourquoi est-ce que je n'en prends connaissance que maintenant ? 3 ans après la mort de mon grand-père, » le jeune homme se redressa légèrement. « C'est une question que nous devons aborder, monsieur. Nous envoyons du courrier à votre adresse depuis 3 ans. Les lettres ont bien été reçues, nous avons la confirmation de livraison. Mais nous n'avons reçu aucune réponse. » Il marqua une pause, attentive. « Ce n'est que lorsque notre cabinet a entrepris des recherches officielles que nous avons pu établir que vous n'aviez apparemment jamais vu ces lettres. » Rose le sentit alors, la chose qu'elle était sur le point de comprendre, se manifester pleinement et de façon terrible. Elle repensa au dossier de Sandra, au regard attentif de Sandra qui observait ses bagages, à la pile de papier qui trônait toujours sur la table de la cuisine. Sandra, la comptable, triait tout le courrier de la maison, gérait toute la correspondance, savait toujours exactement ce qui entrait et ce qui sortait. Sa voix par la fenêtre de la cuisine. « La maison est à nous. » Ça aurait toujours dû être comme ça. « Les lettres ?» dit Rose d'une voix très douce. « Elles sont allées à notre ancienne maison. »« Oui, madame. Et quelqu'un les a réceptionnées. Le bon de livraison indique qu'ils ont été signés. » Rose se releva du parterre de fleurs.
Elle ne s'essuya pas les mains. Debout dans le petit jardin, baignée par le soleil matinal, elle sentit quelque chose la traverser. Pas la colère, pas encore. Quelque chose de plus ancien et de plus froid que la colère. Le sentiment de comprendre quelque chose pleinement. Anthony la fixait du regard. Il le savait, dit-elle. C'est indiscutable. Rose. Il connaissait Anthony. Sa voix était toujours calme. Toujours aussi posée. Tout ce temps. Les médicaments facturent l'électricité, les œufs. Elle s'est arrêtée. Elle se reprit. Ils allaient nous renvoyer, garder les lettres et attendre. Anthony ne dit rien. Le jeune homme en costume les observa tour à tour avec l'air prudent de quelqu'un qui comprenait qu'un événement important se déroulait et que son rôle, à cet instant précis, était simplement de rester immobile. Anna était venue par la porte de derrière à un moment donné. Rose ignorait quand. Elle se tenait là, un torchon à la main, et son visage, ce visage expressif et ouvert qui trahissait tout, en disait long. Ses yeux brillaient de colère. Pas pour elle-même. Pour elle. Rose la regarda et sentit soudain la brûlure des larmes. Pas de chagrin cette fois. D'autre chose, tout à fait. De cette sensation particulière d'être vue par quelqu'un, de sentir l'indignation d'autrui à votre place alors que vous êtes trop épuisé pour la vôtre. Elle serra les lèvres et se retourna vers le jeune homme. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. « J'ai des documents à faire examiner et signer à Monsieur Walker. Nous devrons officialiser votre nouvelle adresse auprès du cabinet. Nous vous recommandons également de consulter votre propre avocat. Nous viendrons à votre bureau cette semaine, » a déclaré Rose. « Bien sûr. Jeudi, oui. Demain, » dit Rose. Le jeune homme la regarda. Puis il hocha la tête. « Demain » accepta-t-il. Ce soir-là, après le dîner, une fois le jeune homme parti, les papiers posés sur la table de la cuisine et le thé préparé par Anna que personne ne but vraiment, tous quatre restèrent assis dans la petite cuisine chaleureuse, silencieux un long moment. Puis Marcos demanda prudemment. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Anthony jeta un coup d'œil au papier. Il regarda Rose. « C'est une bonne question, » dit-il. « Vos enfants, » dit Marcos. « Ils finiront par le découvrir. »« Oui, » dit Anthony. « Ils le sauront. Et ils viendront, » dit Anna d'une voix monocorde. « Les gens comme ça viennent toujours quand l'argent apparaît. » Un autre silence. Rose serra sa tasse de thé entre ses mains. Elle pensa aux bras raides de Robert. Les doigts frais de Sander. Le rire rassurant de Benjamin. Elle pensa à un citronnier, à une porte verte et à 50 ans d'amour donnés librement et précieusement, accumulés par des gens qui n'ont jamais compris ce qu'ils détenaient. Elle repensa à Dorothy, toujours assise près de la fenêtre. Elle repensa à Margaret, âgée de 14 mois et toujours debout. Elle repensa à toutes les personnes de cet établissement qui attendaient quelqu'un. Elle leva les yeux. « Je sais ce que je veux faire, » dit-elle. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Cela ne concerne pas les enfants. Je sais aussi ce que je devrais faire pour eux, mais ça peut attendre. » Elle posa sa tasse. « Je veux dire avec ça. L'argent. Les biens immobiliers. » Elle regarda Marcos, puis Anna, puis Anthony. « Je sais ce que je veux en faire. » Anthony la regarda en face. Ce regard, qu'il avait encore une fois déchiffré, la comprenait parfaitement. Et lentement, il hocha la tête. « Dites-nous, » dit-il. Rose resta silencieuse un instant avant de parler. Non pas par incertitude. Elle l'avait su, dès l'instant où elle avait compris la portée de cet héritage, avec une clarté qui tenait moins d'une décision que d'une évidence. Comme une vérité qui avait toujours existé, attendant qu'elle la découvre. Elle restait silencieuse car elle voulait trouver les mots justes. Cet établissement, commença-t-elle. Soin Sunrise. Tout le monde attendait. Dorothy, dit-elle. La femme près de la fenêtre. Margaret. Le vieil homme au rire merveilleux. Henri. Elle marqua une pause. Il y a des gens là-bas depuis des années. Pas parce qu'ils ont besoin de soins médicaux. Non pas parce qu'ils sont incapables de penser, de ressentir ou de contribuer au monde. Elle regarda ses mains autour de la tasse de thé. Elles sont là parce que leurs familles ont décidé qu'elles étaient encombrantes. La cuisine était plongée dans un silence complet. Je veux construire quelque chose, dit Rose. Pas un bâtiment. Pas un endroit avec des fiches de visite, des horaires fixes et des pièces qui sentent le désinfectant. Un foyer. Elle leva les yeux. Un véritable foyer. Un lieu où les personnes âgées peuvent vivre dans la dignité. Un lieu où quelqu'un connaît leur nom, s'intéresse à leur vie et prend le temps de s'asseoir avec elle le matin. Elle marqua une pause. Le genre d'endroit qui devrait exister partout et qui n'existe presque jamais. Marcos était penché en avant, les coudes posés sur la table. Anna avait cessé de faire semblant de boire son thé. Anthony observait Rose avec une expression qu'elle connaissait bien. Celle d'un homme qui surprend quelqu'un en train de dire à voix haute ce qu'il pensait en silence sans avoir encore trouvé les mots pour l'exprimer. Certaines de ces propriétés pourraient générer des revenus pour assurer leur fonctionnement, poursuivit Rose. L'une d'elles,
selon sa superficie, pourrait même devenir la résidence principale. Elle regarda Marcos. Tu sais construire et réparer des choses. Et Anna, tu travailles dans un centre communautaire. Tu sais comment organiser un lieu et le faire fonctionner. Elle les regarda tour à tour. Je ne vous demande pas de renoncer à vos vies. Je vous demande simplement si vous souhaitez contribuer à bâtir quelque chose qui en vaille la peine. Silence. Puis Anna posa ses 2 mains à plat sur la table. Oui, dit-elle. Simplement et instantanément, comme si Rose lui avait demandé si elle voulait respirer, Marcos regarda sa femme. Puis Rose. Puis, s'adressant à Anthony. Qu'en pense-t-il ? Demanda Marcos en hochant la tête en direction d'Anthony. Tous les regards se tournèrent vers Anthony. Anthony était resté silencieux tout du long. Assis, sa canne entre les genoux, les yeux rivés sur Rose, son visage vieilli affichait une expression que Marcos et Anna ne parvenaient pas à déchiffrer, ne le connaissant pas depuis assez longtemps. Mais Rose, elle, la comprenait. C'était l'expression qu'il avait le jour où il avait achevé la construction de la maison de la rue Maple. Debout, contemplant le résultat, les mains encore couvertes de peinture, l'épuisement le tenaillant, mais le regard empli d'une satisfaction paisible. L'expression d'un homme qui venait de voir le fruit de son travail. Je crois, dit lentement Anthony, que je voudrais d'abord aller parler à Henry. Et à Dorothy. Et à Margaret. Il marqua une pause. Avant de faire des projets, je voudrais aller leur demander ce qu'ils souhaiteraient. Ce dont ils ont besoin. Il regarda Rose. C'est leur maison que nous construisons. Ils devraient avoir leur mot à dire. Rose sentit une chaleur intense lui envahir la poitrine, presque douloureuse. Oui, dit-elle. Exactement. Le jeudi arriva, ils avaient reporté le rendez-vous chez l'avocat d'un jour. Marcos les conduisit au bureau de Henry et Burns, qui occupait 3 étages d'un immeuble de verre dans le quartier des affaires. Rose portait sa belle robe. Anthony portait la veste qu'elle avait glissée dans leur petit sac la nuit de leur départ. Sa belle veste, la sombre à boutons dorés, qu'il réservait aux grandes occasions. Il savait qu'elle s'en était rendue compte déjà. Ou peut-être l'avait-il simplement emballée parce que l'espoir est tenace et refuse de s'abandonner complètement, même dans les pires moments. La réunion a duré 2 heures. Il y avait énormément de papier. Un langage très recherché. Mais les faits essentiels étaient simples. Anthony était l'héritier légal. Le domaine lui appartenait. Les propriétés généraient des revenus locatifs réguliers. Les liquidités étaient déposées sur un compte qui générait discrètement des intérêts depuis 3 ans. 3 ans. Rose était assise dans son fauteuil en cuir et écoutait l'avocat expliquer les chiffres. Mais sous ces chiffres, elle percevait autre chose. Tout ce temps, tout cet argent qui restait lettre morte pendant que Sandra classait la lettre quelque part, que Robert faisait des discours sur le développement durable et que Benjamin laissait échapper son rire si caractéristique. Elle gardait les mains jointes sur ses genoux, le visage impassible. « Quelles sont nos options concernant l'ancienne adresse ?» demanda-t-elle lorsque l'avocat marqua une pause. Il la regarda attentivement. « En quel sens, Madame Walker ?» Les lettres étaient livrées à cette adresse et signées. Pendant plus de 3 ans. Et les personnes qui ont signé ces documents n'ont pas informé mon mari de leur existence. Elle marqua une pause. Qu'est-ce que cela constitue légalement ? L'avocat resta silencieux un instant. Il croisa les mains sur le bureau. Cela constituerait probablement une fraude, dit-il. Potentiellement une fraude successorale, selon les circonstances et l'intention. Il marqua une pause. Souhaitez-vous poursuivre cette piste ? Rose regarda Anthony. Anthony regarda par la fenêtre. Pas encore, a-t-il répondu. Nous reviendrons sur cette question. La visite à Sunrise Care a eu lieu le lendemain matin. Rose avait appelé Margaret directement, non pas la direction, mais le téléphone commun de l'établissement. Margaret avait paru surprise, puis rassurée, puis ravie, comme quelqu'un qui a appris à ne pas trop espérer et qui, de ce fait, est touché par les petites attentions. Et qui apporte quelque chose de l'extérieur. Margaret avait dit, n'importe quoi. Un journal, une fleur, quelque chose qui sente la ville. Tu comprendras quand tu seras là. Rose l'avait compris avant même qu'il n'entre. L'odeur l'a frappé en premier. Le produit nettoyant et ce qui se trouvait en dessous. Les 2 lumières vives. Le silence qui régnait à l'intérieur. Le calme particulier d'un lieu où les fenêtres ne s'ouvrent pas assez. Mais cette fois, elle le traversa d'un autre œil. Pas celui de quelqu'un qui arrive. Le regard de quelqu'un qui évalue. Elle vit la salle commune, assez grande mais dépouillée. Elle vit le petit jardin par la fenêtre, à peine entretenu, avec ses rosiers qui peinaient à pousser. Elle vit la salle à manger avec ses tables rondes et son calme impersonnel. Elle vit le personnel, affairé et aimable, mais pressé par le temps, comme ceux qui croulent sous les tâches et n'ont pas le temps d'être simplement présents pour autrui. Elle vit Dorothy. Toujours assise dans le fauteuil près de la fenêtre, Rose s'approcha d'elle la première. Elle tira une chaise à côté d'elle et s'assit. Dorothy la regarda avec ce regard concentré qu'elle arborait toujours, puis quelque chose changea dans ses yeux. Reconnaissance.
Surprise. Tu es partie, dit Dorothy. Oui, dit Rose. Je ne pensais pas que les gens étaient partis. Moi non plus. Dorothy la regarda longuement. Où es-tu allée? Quelque part de mieux, répondit Rose. C'est de cela que je voulais te parler. Margaret entra dans la salle commune avec la dignité droite d'une institutrice à la retraite, serra la main de Rose, jeta un regard approbateur à Anthony, puis regarda Marcos et Anna, qui l'accompagnaient et s'étaient postés près de la porte avec la discrétion prudente de ceux qui cherchent à ne pas trop encombrer l'espace. Qui sont-ils? Demanda Margaret. De la famille, répondit Rose. Margaret les observa de nouveau. Elle remarqua comment Marcos tenait la porte à un vieil homme qui s'appuyait sur un déambulateur. Elle remarqua aussi comment Anna s'était immédiatement, instinctivement, assise près d'une vieille dame seule à une table et avait engagé la conversation. « Famille de cœur ?» demanda Margaret. « La meilleure qui soit », répondit Rose. Margaret acquiesça lentement. Elle s'assit. Elle croisa les mains sur la table, à la manière d'une femme qui a toujours dirigé des réunions. « Très bien, » dit-elle. « Dis-moi ce que tu penses. » Henri rit quand Rose le lui dit. Pas le petit rire poli de quelqu'un qui fait bonne figure. Le vrai rire, ample, chaleureux et totalement spontané, celui qu'elle avait découvert lors de leur première conversation, des semaines auparavant, celui qui lui avait immédiatement révélé tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur lui. Une vraie maison, avait-il dit. Avec un jardin? Avec un vrai jardin, avait répondu Rose. Que nous puissions réellement l'utiliser. Et que nous ayons notre mot à dire sur son fonctionnement? C'est l'idée. Il rit de nouveau. Puis il cessa de rire et la regarda sérieusement. Tu le penses vraiment? Demanda-t-il. Tu ne fais pas semblant. Ce n'est pas gentil de dire ça. Henri, répondit Rose. De toute ma vie, je n'ai jamais dit de gentillesse sans le penser. Il la regarda longuement. Mon fils n'a pas appelé depuis 4 mois, dit-il. Je sais. J'avais un potager. Je cultivais des tomates, des poivrons et 3 sortes de haricots. Il regarda par la fenêtre les rosiers qui peinaient à pousser. J'aimerais bien faire pousser des choses à nouveau. On s'assura ensuite qu'il y ait assez de place, dit Rose. Henri baissa les yeux sur ses grandes mains âgées. Puis il releva la tête. J'en suis, dit-il. Ils sont restés 3 heures à Sunrise Care. À leur départ, ils avaient parlé à 11 résidents. Tous n'ont pas pu venir. Certains nécessitaient des soins médicaux qu'un établissement spécialisé ne pouvait leur prodiguer. Mais 8 d'entre eux, dont Dorothy, Margaret et Henri, s'illuminèrent de cette façon si particulière dont on voit s'illuminer un espoir que l'on avait cessé d'oser espérer devenir soudainement possible. Sur le chemin du retour vers la voiture, Anna resta longtemps silencieuse. Puis elle prit le bras de Rose. « Dorothy, dit-elle. Quand tu lui as dit. Tu as vu son visage? Oui, dit Rose. Elle a cessé de regarder la porte, dit Anna. Juste un petit moment. Elle a cessé de chercher sa fille et elle était juste, là. Avec nous. Oui, a dit Rose. Anna se tut de nouveau. Ils marchèrent un peu plus loin. On le fait vraiment, dit Anna. Ce n'est pas une question. C'est une prise de conscience. On y est vraiment, a déclaré Rose. 3 semaines plus tard, la Mercedes noire est apparue. Rose était dans le jardin de la petite maison jaune. Elle et Anna y avaient travaillé ensemble, transformant ce terrain envahi par la végétation en quelque chose de réel, d'ordonné, de coloré et de voulu. Elle était à genoux dans la terre, ses gants de jardinage aux pieds, lorsqu'elle a entendu la voiture. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux pour le savoir. Elle reconnaissait le bruit de ce moteur. Elle l'entendait depuis des années dans l'allée de la maison à la porte verte. Elle se rassit sur ses talons. Elle retira ses gants. Elle se leva lentement en époussetant sa robe et se retourna. La Mercedes s'était garée le long du trottoir. Les 3 portières s'ouvrirent simultanément. Robert, côté conducteur, Sandra, côté passager, et Benjamin, à l'arrière, se dépliaient. Ils étaient élégamment vêtus. Robert portait une chemise de marque. Sandra avait les cheveux coiffés. Même Benjamin semblait avoir fait un effort. Ils restèrent debout sur le trottoir et la regardèrent. Elle resta plantée devant le portail du jardin et les regarda. Personne ne bougea un instant. Puis Robert esquissa un sourire, ce grand sourire chaleureux qu'il avait toujours su donner. « Maman, » dit-il en ouvrant les bras, « nous étions si inquiets pour toi. » Rose regarda son fils. Elle repensa à la camionnette de la maison de retraite, aux doigts froids de Sandra, à la fenêtre de la cuisine et aux mots qu'elle n'aurait pas dû entendre. Elle pensa aux 20 millions de dollars qui dormaient sur un compte depuis 3 ans, et à une pile de lettres signées et cachées. Elle ne fit pas un pas vers lui. « Robert, » dit-elle. Il garda le sourire, mais quelque chose changea derrière. Une légère incertitude, comme celle d'un homme qui a répété une scène et qui, soudain, doute que son partenaire suive le texte. « Pourquoi n'entrions-nous pas ?» proposa Sandra d'un ton suave en regardant la maison par-dessus l'épaule de Rose. Ses yeux de comptable se déplaçaient,
calculait, évaluait. Nous avons beaucoup de retard à rattraper. Oui, dit Rose. Oui. Elle ouvrit le portail. Elle les fit entrer sans se presser. C'était délibéré. Rose avait appris, au cours de ses 70 années d'expérience, que dans une situation tendue, c'est celui qui agit lentement qui détient le pouvoir. Elle remonta l'allée du jardin à son rythme, ouvrit la porte d'entrée et entra sans se retourner pour vérifier s'il la suivait. Il la suivait. Elle entendait leurs pas derrière elle, la démarche assurée de Robert, les talons de Sandra sur le chemin, la marche légèrement traînante de Benjamin. Elle les entendait observer la maison, eux aussi. Les petits changements de rythme dans leurs pas indiquaient qu'ils regardaient autour d'eux, qu'ils évaluaient les lieux. Elle les conduisit au salon. C'était une chambre modeste, meublée par Marcos et Anna, avec des meubles simples et patinés par le temps, comme ceux qui ont vraiment servi. Sur le rebord de la fenêtre, des fleurs cueillies le matin même dans le jardin par Rose. Sur l'étagère, une photo qu'Anna y avait posée 2 semaines auparavant. Tous les 4, Rose, Anthony, Marcos et Anna, photographiés dans le jardin un dimanche après-midi, alors qu'Anthony avait passé une bonne journée et que la lumière était idéale. Sandra a vu la photo. Rose a vu Sandra la voir. « Asseyez-vous », dit Rose. Ils s'assirent, Robert et Sandra sur le canapé, Benjamin dans le fauteuil du coin, s'installant avec l'aisance de quelqu'un qui s'apprête à recevoir une visite. Rose s'assit sur la chaise droite en face d'eux, celle qui était devenue, sans que personne ne l'ait désignée comme telle, sa chaise. Elle croisa les mains sur ses genoux. Elle attendit. Robert se pencha en avant. « Maman, dit-il. Je veux que tu saches que nous étions morts d'inquiétude. Quand nous avons appris que tu avais quitté l'établissement, que tu étais simplement parti en pleine nuit. » Avant l'aube, répondit Rose. Pardon. Nous sommes partis avant l'aube. Pas au milieu de la nuit. Avant l'aube. Un bref silence. Le fait est, reprit Robert d'un ton assuré, que nous ne savions pas où vous étiez. Nous avons appelé l'établissement et ils nous ont dit que vous étiez partis. L'état de papa. Tout aurait pu arriver. Et il s'est passé quelque chose, a dit Rose. Votre père a eu un malaise cardiaque sur le bord de l'autoroute. Il a passé 2 nuits à l'hôpital. La chambre était calme. Benjamin se remua dans le fauteuil. On ne savait pas ça, dit Sandra. Sa voix était chargée d'une émotion particulière, juste ce qu'il fallait, soigneusement dosé. Si on avait su. Tu aurais appelé ? Demanda Rose. Sandra ouvrit la bouche. Vous aviez le numéro de l'établissement, a déclaré Rose. Vous nous y avez placé. Vous auriez pu appeler à n'importe quel moment pendant ces 2 semaines pour vérifier si nous étions encore en vie. Elle l'a dit gentiment, comme on énonce un simple fait. Tu n'as pas appelé une seule fois. Personne n'a répondu. La porte d'entrée s'ouvrit. Marcos entra le premier, encore en tenue de travail, s'essuyant les mains avec un chiffon du garage. Il s'arrêta en apercevant les 3 visiteurs. Une expression passa sur son visage, une brève analyse de la pièce qui lui prit moins de 2 secondes, puis il hocha la tête et se plaça près de la porte sans s'asseoir. Anna entra derrière lui. Elle portait des courses et s'arrêta dans le couloir, jeta un coup d'œil par la porte du salon, puis déposa délicatement les sacs et vint se placer à côté de Marcos. Les 3 enfants les regardèrent. « Qui sont ces gens ?» demanda Robert. « Voici Marcos, » répondit Rose. « Et voici Anna. C'est leur maison. Anthony et moi habitons ici. »« Tu habites ici ?» répéta Sandra. « Oui. Avec des inconnus. Avec la famille, » a dit Rose. « Comme avant, quand je vivais avec toi. » L'expression de Sandra s'estompa. Anna croisa le regard de Rose depuis l'embrasure de la porte. Rose fit un tout petit signe de tête. Anna alla à la cuisine. Quelques minutes plus tard, on entendit la bouilloire dans le couloir, puis les bruits domestiques habituels de quelqu'un qui prépare du thé. Le contraste entre cette situation et la tension qui régnait dans le salon était, pensa Rose, tout à fait approprié. Anthony apparut à la porte du salon. Il avançait lentement, appuyé sur sa canne, et se tint sur le seuil, observant ses 3 enfants d'un regard indéchiffrable. Il n'était pas en colère, pas blessé. Quelque chose au-delà de tout cela, quelque chose qui avait traversé la colère et le chagrin pour en ressortir avec une sorte de lucidité, une certitude intacte. « Papa », dit Robert. Il se leva. Il traversa la pièce et tenta d'embrasser son père. Anthony le laissa faire. Il se tenait là, les bras de son fils autour de lui, et jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Robert vers Rose. Rose lui rendit son regard, et aucun des 2 n'eut besoin de parler. Robert recula d'un pas. « Tu as bonne mine, » dit-il, l'air surpris. « Je vais mieux, » dit Anthony. Il entra dans la pièce et s'assit sur la chaise à côté de celle de Rose. Marcos plaça un repose-pied à proximité sans qu'on le lui demande, et Anthony lui fit un bref signe de tête, comme 2 personnes qui se comprennent. Robert observa ce court échange. « Alors, » dit Anthony, « vous êtes venus. »« Bien sûr que nous sommes venus, » répondit Sandra. « Vous êtes nos parents. »« Oui,
dit Anthony. Nous le sommes. Un autre silence. Benjamin Rose remarqua qu'il n'avait presque rien dit depuis leur arrivée. Il était assis dans le fauteuil, le regard fixé sur la photographie posée sur l'étagère, avec une expression qu'elle ne lui avait pas vue depuis des années. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. Elle a classé l'information. Robert croisa les jambes et se laissa retomber sur le canapé, avec le geste d'un homme qui a décidé de changer de tactique. « On veut que tu rentres à la maison, » dit-il. « C'est notre maison, » répondit Rose. « Maman, sois sérieuse. » Ça. Il désigna la pièce du doigt. « Attention, » dit Marcos depuis l'embrasure de la porte. Sa voix était calme et posée. Robert le regarda. Un examen rapide, comme il le faisait avec tout le monde. Il mesurait, il catégorisait. « Je ne voulais pas vous offenser, » dit-il. « Alors faites attention à ne pas en donner, » dit Marcos. Un autre silence. Différent des précédents. Rose observa Robert s'adapter. Elle le voyait recalculer sa stratégie, comme il le faisait toujours quand une situation ne se déroulait pas comme prévu. C'était un homme pragmatique. Il savait quand une situation ne fonctionnait pas et comment passer à la suivante. « Il y a des choses dont nous devons discuter, » a dit Sandra. « En famille. » Des choses importantes. Elle regarda Rose puis Anthony. « À propos de la succession de votre grand-père. » Ça y était. Rose le savait. Elle le savait depuis l'instant où la Mercedes noire s'était arrêtée au bord du trottoir. La supercherie s'était évanouie plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Ils n'avaient même pas fini leur thé. Elle regarda Sandra. « Continuez, » dit-elle. Sandra se redressa légèrement. « Nous avons récemment appris qu'il pourrait y avoir certains actifs. 20 millions de dollars, dit Anthony. Et 10 propriétés. » Sandra s'arrêta. « Tu sais, » dit Robert. « On sait, » répondit Anthony. Un silence de mort régnait dans la pièce. Puis quelque chose a changé. Un changement subtil mais indéniable dans l'atmosphère, comme juste avant l'arrivée du mauvais temps. L'inquiétude des enfants, qui s'était fait sentir dès leur arrivée, a complètement disparu. Pas de façon spectaculaire. Juste partie discrètement. Sandra joignit les mains sur ses genoux. « Vous comprenez donc, » dit-elle, « qu'il s'agit d'une affaire de famille. Que ces biens appartiennent à la famille. Que quoi qu'il se soit passé entre nous. Quoi qu'il se soit passé, » dit Rose. Sandra poursuivit sans s'interrompre. « Cela ne devrait pas influencer la façon dont nous gérons cela ensemble. »« En famille. En famille, » répéta Rose. Elle laissa ces mots résonner en elle. Anna entra avec le plateau de thé et le posa sur la table entre eux avec une précision tranquille qui, d'une certaine manière, semblait à la fois accueillante et affirmée. Elle versa 5 tasses sans demander l'avis de personne, les déposa, puis s'assit sur l'accoudoir du fauteuil de Marcos avec le calme d'une femme chez elle, n'ayant rien à prouver. Personne ne toucha au thé un instant. « Tu as caché les lettres, » dit Anthony. Sandra le regarda. « 3 ans de lettres du cabinet d'avocat, » dit Anthony. « Livrées à notre domicile. Signées à la réception. Cachées. » Sa voix était calme et posée, la même qu'il employait lorsque leurs enfants étaient petits et qu'ils avaient fait une bêtise pour en comprendre la gravité. « Pourquoi, papa ? » Pas un discours, Sandra. Voilà pourquoi. Sandra regarda ses mains. Robert regarda par la fenêtre. Benjamin, dans son coin, continuait de fixer la photo. Le silence s'étira. Puis, sans quitter la photo des yeux, Benjamin dit « Parce qu'on pensait que tu allais la révéler. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Il finit par se détourner de la photographie. Son visage arborait cette expression qu'elle avait enfouie en elle, celle qu'elle n'avait pas su nommer auparavant. Elle pouvait maintenant le nommer. C'était la honte. « Voilà la vraie raison, » dit Benjamin. « N'est-ce pas Sandra ? Ce n'est pas une question. On pensait que si tu le découvrais, tu donnerais tout à quelqu'un. À une église, une association caritative, je ne sais pas. On pensait le donner. Il s'est arrêté. Vous pensiez qu'on le donnerait à ceux qui en avaient besoin, a dit Rose. Benjamin ne dit rien. Et cela semblait être une erreur, dit Rose. Il la regarda. Nous pensions que ça devait rester dans la famille. Nous faisons quelque chose avec pour la famille, a dit Rose. Mais pas pour la famille dont vous parlez. Elle le leur annonça alors. Calmement et complètement. La maison qu'elle allait construire. Les gens qui allaient venir y habiter. Henri dans son potager. Dorothy à sa fenêtre. Margaret, le dos droit et digne. Celles pour lesquelles personne ne reviendrait. Elle observait leur visage en parlant. Le visage de Robert était indéchiffrable, l'expression qu'il arborait lorsqu'il réfléchissait à quelque chose d'inattendu. Celui de Sandra passa rapidement d'un état à l'autre. Calcul, rejet, une brève hésitation. Benjamin baissa les yeux. Quand elle eut fini, Robert écarta les bras. « Maman, c'est une excellente idée. Vraiment. Mais 20 millions de dollars, c'est suffisant pour bien faire les choses, a dit Rose. C'est ton héritage, a dit Sandra. À toi et à papa.
Tu devrais être à l'aise. Tu devrais te sentir en sécurité. Tu devrais. Sandra, dit Anthony. Elle s'arrêta. Ce qu'il te faudrait, dit lentement Anthony, c'est le courage de dire ce que tu es vraiment venu dire. Pas ce qui te semble raisonnable. Il regarda sa fille. Il la regarda longuement, avec le regard patient d'un père qui connaît son enfant depuis toujours. Dis-le franchement. Tu te sentiras mieux. Sandra regarda son père. Un instant, un bref instant, une émotion traversa son visage. Une émotion que Rose reconnut, une émotion d'un passé lointain. De l'époque où Sandra avait 7 ans, avait cassé quelque chose, avait tenté de le cacher, et n'avait plus pu supporter le poids de ce secret. Mais elle n'avait pas 7 ans. Et l'instant passa. Nous voulons notre part, dit Sandra d'un ton neutre. C'est ce que nous étions venus dire. Je sais, dit Anthony. Et alors? Et rien, répondit Anthony. Pas aujourd'hui. Il prit sa canne. Il se leva lentement. Marcos bougea légèrement, mais Anthony secoua la tête. Il voulait s'en charger lui-même. Il se redressa de toute sa hauteur, qui restait considérable, et regarda ses 3 enfants. Vous aurez des nouvelles de notre avocat. Il y a des points à régler, et ils le seront dans les règles, légalement et sans cri. Il marqua une pause. Mais je veux que vous compreniez une chose avant de partir. Personne n'a bougé. J'ai construit cette maison de mes propres mains, a déclaré Anthony. J'ai travaillé tous les week-ends pendant 3 ans. J'ai manqué des fêtes, des vacances et du repos. Je l'ai fait parce que je crois que ce que l'on construit pour les gens que l'on aime est la plus belle chose que l'on puisse faire de son temps sur cette terre. Il resta silencieux un instant. Tu as pris cette maison. Très bien. Les maisons peuvent être remplacées. Il les examinait une à une. Mais vous avez aussi pris 2 vieillards et les avez abandonnés sur le bord de la route, les laissant mourir. Et pour cela, je n'ai pas de mots assez forts. Un silence absolu régnait dans la pièce. Tu peux y aller maintenant, dit Anthony. Robert se leva le premier. Il rajusta sa chemise de pris et parcourut la pièce du regard une dernière fois. Marcos dans l'embrasure de la porte, Anna sur l'accoudoir du fauteuil, la photo sur l'étagère, les fleurs que Rose avait cueillies le matin même, faisant l'inventaire comme toujours, calculant. Puis il regarda sa mère. Et pendant un bref instant, un seul instant d'inattention si fugace que Rose faillit ne pas le voir. Elle l'avait vu. Le garçon qui lui rapportait des fleurs sauvages du terrain vague au bout de la rue. Celui qui s'endormait à la table de la cuisine en faisant ses devoirs pendant qu'elle cuisinait. Celui qui, avant, avait vu quelque chose en lui se durcir pour devenir l'homme qui se tient là aujourd'hui, un enfant qu'il aimait. Elle l'a vu. Et puis il a disparu. On se recontactera, a-t-il dit. Sa voix était posée et professionnelle. Il se dirigea vers la porte. Sandra le suivit sans dire un mot. Elle ne regarda ni Rose ni Anthony. Elle marchait le menton légèrement relevé et le regard droit devant elle, comme elle l'avait toujours fait face aux difficultés de sa vie, comme si refuser de reconnaître une chose revenait à la surmonter. Benjamin était le dernier. Il se leva lentement de son fauteuil. Il fut le seul à s'arrêter véritablement au milieu de la pièce et à faire demi-tour. Il regarda sa mère. « Maman, dit-il. » Rose regarda son plus jeune enfant. « Je suis désolé, dit-il. C'est tout. C'est peu de choses, insuffisant, mais vrai. » Rose l'observa longuement. « Je sais, dit-elle. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une porte qui s'ouvrait. Mais c'était la vérité, et Benjamin sembla comprendre que c'était le maximum qu'elle pouvait lui offrir pour l'instant, car il hocha la tête une fois et sortit. La porte d'entrée se referma. Par la fenêtre, Rose regarda la Mercedes noire s'éloigner du trottoir. Elle la regarda descendre la rue tranquille, tourner au coin et disparaître. Puis elle se rassit. La pièce s'anima. Anna prit les tasses de thé intactes et les porta à la cuisine sans dire un mot. Marcos s'assit sur le canapé où Robert et Sandra avaient pris place, se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et regarda Anthony. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Anthony. Il se rassit. Il avait l'air fatigué, mais pas abattu. La fatigue de quelqu'un qui a accompli une tâche difficile et nécessaire, plutôt que celle de quelqu'un qui l'a vaincu. « Tu as bien travaillé », dit Marcos. Anthony le regarda. « Tu crois ? Je pense que tu as dit ce qu'il fallait dire et que tu l'as dit debout. » Anthony réfléchit. « Oui, finit-il par dire. Je suppose que oui. » Rose tendit la main et posa la sienne sur la sienne. Il tourna sa paume vers le haut et la tint. L'avocat s'appelait James Henry, l'associé principal, et non le jeune homme au costume trop chaud. Il avait 60 ans, un air calme et précis, et un visage qui en avait trop entendu pour s'étonner de quoi que ce soit. Il a tout écouté. Puis il a passé 3 jours à examiner les documents, les preuves de livraison et les dates. Au bout de ces 3 jours, il a convoqué Rose et Anthony à son bureau et leur a expliqué la situation clairement. Les lettres avaient été remises et signées pendant une période de 31 mois. Les signatures étaient celles de Sandra.
Il existait un schéma de dissimulation clair et documenté qui avait considérablement retardé l'accès d'Anthony à son héritage. Il y a lieu de donner suite, a déclaré Henry. Sans ambiguïté. Nous ne souhaitons pas engager de poursuite pénale, a précisé Rose. Henry la regarda. Madame Walker. Nous voulons que ce soit consigné par écrit, dit Anthony. Nous voulons que ce soit consigné par écrit. Mais nous ne voulons ni tribunaux, ni procès, ni des années de bataille. Il marqua une pause. Nous sommes vieux. Nous n'avons plus des années à perdre avec ça. Henry hocha lentement la tête. Alors, que voulez-vous? Nous voulons que le testament soit rédigé en bonne et due forme, dit Rose. Tant que nous pouvons le faire clairement et légalement, sans possibilité de contestation ultérieure. Elle croisa les mains sur le bureau. Et nous voulions dire exactement ce que nous avions décidé de dire. Je peux tout à fait le faire, a déclaré Henry. Il a fallu 6 semaines pour tout mettre en place. 6 semaines de réunions, de documents et de décisions, de visites de propriété avec Marcos, de soirées passées avec Anthony à peaufiner les plans, d'appels avec Anna sur ce dont une vraie maison aurait besoin. Une cuisine digne de ce nom, un jardin assez grand pour les légumes d'Henry, des pièces avec des fenêtres qui s'ouvraient. Ils ont trouvé la maison idéale un mercredi matin. Marcos les a conduits la visiter. Une grande maison ancienne, située dans une large rue, en retrait de la route, derrière un jardin laissé à l'abandon pendant des années. Elle comptait 8 chambres, une cuisine où Rose se sentit immédiatement chez elle, un salon avec cheminée et un jardin suffisamment vaste pour accueillir tout ce que Henry souhaitait y cultiver. Des travaux étaient nécessaires. Du vrai travail. Les murs avaient besoin d'être repeints, le toit de travaux, et le jardin nécessitait qu'on s'en occupe sérieusement. Marcos inspectait les lieux avec l'œil d'un ouvrier du bâtiment, prenant des notes sur son téléphone, calculant en silence. 6 mois, dit-il. Peut-être 5 si on insiste. Insistez, dit Rose. Il sourit. Oui, madame. Anthony se tenait au milieu de ce qui allait devenir le salon et se retourna lentement, observant les proportions de la pièce, le haut plafond, les hautes fenêtres qui laissaient filtrer la lumière du matin sur le vieux parquet. C'est une belle maison, dit-il. Elle le sera, répondit Rose. Il la regarda. C'est déjà le cas, a-t-il déclaré. Il ne manque plus que des habitants. Les travaux ont commencé au printemps. Marcos s'en est chargé, arrivant avant les entrepreneurs, restant après leur départ, faisant lui-même tout ce qu'il pouvait et économisant là où c'était possible. Anna s'est occupée du reste, les inscriptions, les autorisations, toute la paperasse liée à la transformation d'une maison individuelle en logement collectif. Rose et Anthony venaient chaque semaine constater l'avancement des travaux. Il y eut un moment, un mardi matin de fin de printemps, où flottait dans l'air l'odeur de la peinture fraîche, où l'on entendait les travaux à l'étage et où le jardin commençait déjà à prendre forme, lorsqu'Anthony s'arrêta dans le couloir et posa la main à plat sur le mur, la paume contre le plâtre frais. Rose s'arrêta à côté de lui. Elle ne posa aucune question. Elle le savait. C'était le geste d'un homme qui ressentait la solidité de ce qu'il avait contribué à bâtir. Le même geste qu'il avait accompli 50 ans plus tôt dans les murs de la maison de la rue Maple. Ses mains savaient encore comment faire. Il l'appelait Rosaos. C'était l'idée d'Anna. Elle l'annonça un soir à la table de la cuisine, comme elle annonçait la plupart des choses, de façon directe et sans embâge, comme si le nom avait toujours existé et qu'elle venait de le découvrir. Rosaos, dit-elle. Marcos regarda Rose. Rose regarda Anthony. C'est trop, dit-elle. C'est parfait, répondit Anna. Ça porte le nom de la personne qui a eu cette idée, du jardin devant la maison et des rosiers que nous allons planter le long de la clôture. Elle regarda Rose fixement. Les 3 significations à la fois. C'est parfait. Rose ouvrit la bouche. Elle a raison, dit Anthony. Rose le regarda. D'habitude, oui, ajouta-t-il, ce qui lui valut un sourire radieux d'Anna et un regard de Rose qu'il feignit d'ignorer. Ce fut donc Rosaos. Henry emménagea un vendredi. Il arriva avec une valise et une boîte de graines, tomates, poivrons, 3 sortes de haricots, exactement comme il l'avait décrit. Il franchit la porte d'entrée, entra dans le jardin et resta longtemps là, contemplant l'espace, son potentiel, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Marcos était à ses côtés. « Par où commencerais-tu » demanda-t-il. Henry désigna le coin le plus éloigné où le soleil se couchait le plus longtemps. « Là, dit-il. Alors c'est par là que nous commencerons, dit Marcos. Ils sont allés chercher les outils. Dorothy a emménagé la semaine suivante. Elle n'a presque rien apporté. Un petit sac, un gilet, une photo encadrée d'elle plus jeune, debout devant une maison, souriant d'une manière qui contenait tout ce qu'elle avait été avant l'attente. Anna lui a montré sa chambre. Elle avait une fenêtre. Elle ne donnait pas sur un parking. Dorothy resta longtemps à la fenêtre, contemplant le jardin. Elle observa Henry, déjà à l'œuvre dans son coin, les rosiers qui commençaient à s'établir le long de la clôture, et le vaste ciel qui s'étendait au-dessus d'eux. Puis elle se retourna. Ça suffira,
dit-elle doucement. C'était, confia Anna plus tard à Rose, la plus belle chose qu'elle ait jamais entendue depuis longtemps. Margaret arriva la dernière des trois, toujours aussi organisée. 2 valises, une boîte de livres, une liste de suggestions pour la gestion de la maison qu'elle présenta à Rose avec l'assurance vive de quelqu'un qui sait que son expertise est authentique et ne compte pas faire semblant du contraire. Rose prit la liste. Elle la lut attentivement. La plupart de ces informations sont correctes, dit-elle. Tout est parfait, dit Margaret. Je ferai 1 ou 2 choses différemment. J'aimerais bien savoir lesquelles. Elles restèrent assises à la table de la cuisine pendant 1 heure à l'examiner ensemble. Rose et cette institutrice retraitée, 2 femmes âgées aux opinions bien arrêtées et cumulant des décennies de connaissances, essayant de construire ensemble quelque chose d'utile. À la fin de l'heure, elles étaient d'accord sur presque tout. Tu aurais été une bonne institutrice, dit Margaret. Tu aurais réussi dans tout ce que tu aurais entrepris, dit Rose. Margaret réfléchit sérieusement. Oui, répondit-elle. Je suppose que oui. À la fin de la première année, Rose House comptait 9 résidents. 9 personnes que leur famille avait mises de côté, ayant décidé de ne plus s'occuper d'elles. 9 personnes qui avaient passé leur temps dans des centres d'accueil ou seules dans des chambres à attendre quelque chose qui n'arrivait jamais. Désormais, elles se réveillaient au parfum des plats cuisinés par Rose. Les beaux jours, elles se prélassaient dans le jardin d'Henri. Le soir, ils discutaient du programme télévisé à regarder. Ils connaissaient leurs noms, leurs histoires respectives et leurs habitudes pour prendre le thé. Ils s'asseyaient et parlaient de leurs émissions préférées. Ils étaient chez eux, au sens précis et sans ambiguïté du terme. La santé d'Anthony évoluait comme celle des personnes âgées, non pas de façon linéaire, mais par vagues. Il y avait des mois de bons jours, où il s'asseyait dans le jardin et discutait avec Henri, faisait le tour du pâté de maison avec Rose au petit matin, et semblait, contre toute attente, aller mieux. Et puis il y eut des mois plus difficiles. Rose resta à ses côtés tout au long de cette épreuve. C'était ce qu'elle avait toujours fait et ce qu'elle ferait toujours. Elle n'avait pas changé sur ce point. Au contraire, les années n'avaient fait que renforcer sa conviction. Cette longue pratique transforme une chose en quelque chose qui n'est plus un effort, mais qui devient tout simplement une seconde nature. Elle s'asseyait avec lui le matin pour prendre le thé. Elle le coiffait comme il aimait. Elle lui tenait la main pour combler le vide dans le noir quand il n'arrivait pas à dormir. Lors d'une de ces nuits difficiles, elle lui confia des choses qu'elle ne lui avait jamais dites auparavant. Qu'en toutes ces années, malgré tout, elle n'avait jamais regretté un seul jour. Il resta silencieux un instant après ces mots. « Même pas les méchants ?» demanda-t-il. « Les méchants font partie du tout, » répondit-elle. « On ne peut pas les éliminer. » Tout est lié. Il y a réfléchi. « Je veux te dire quelque chose, » a-t-il dit. « Dis-moi. » Ce matin-là, sur la route, quand tu as tendu le bras vers la circulation, il a marqué une pause. Je te regardais depuis la barrière. Et je pensais, même à ce moment-là, que tu étais la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Rose leva les yeux au ciel. J'étais terrifiée, dit-elle. Je sais, dit-il. C'est ce qui a fait son courage. Anthony est mort un jeudi matin, au début de l'automne. Il mourut dans son lit, chez Rose, dans la chambre dont la fenêtre donnait sur le jardin. Le citronnier qu'Anna avait planté dans la petite cour de la maison jaune avait été transplanté ici, à un meilleur endroit, plus ensoleillé, et il avait prospéré d'une manière presque délibérée, comme s'il avait toujours attendu le lieu idéal. Il mourut avec Rose à ses côtés, Marcos et Anna dans la chambre, et le murmure du jardin qui parvenait par la fenêtre ouverte. La voix d'Henri résonnait quelque part, parlant à ses plantes comme toujours. Il mourut paisiblement. Il mourut comme il le souhaitait, libre. Le testament fut lu 3 semaines plus tard. Henri le lut dans son bureau, calmement et sans cérémonie, comme Anthony l'avait souhaité. Les biens locatifs et leurs revenus revinrent à la maison de Rose à perpétuité, de quoi la faire vivre aussi longtemps que nécessaire, c'est-à-dire indéfiniment, car le besoin de tel lieu ne disparaît jamais. Le reste des liquidités fut partagé entre Rose, à titre viager, et Marcos et Anna. Une somme si importante qu'Anna porta les mains à sa bouche et que Marcos baissa les yeux un long moment avant de relever la tête. Il n'était pas obligé de faire ça, dit-il. Il le voulait, a dit Rose. On était juste. Vous avez arrêté une voiture, a dit Rose. Sur une autoroute. Pour 2 personnes âgées que vous n'aviez jamais vues auparavant. Elle le regarda fixement. Tu n'imagines pas ce que ça valait. Marcos ne dit rien. Anna se pencha et prit sa main. À Robert, Sandra et Benjamin Anthony ont laissé $1 chacun. Et une lettre. Henri la lut à haute voix. Aux enfants qui m'ont abandonné quand j'avais besoin de vous, je vous laisse la même chose que vous m'avez donnée, rien. Le $, c'est pour que vous ne puissiez pas dire que j'ai été oublié. Je me suis souvenu de toi. J'ai pensé à toi chaque jour. Mais l'amour non partagé doit finalement être donné à ceux qui peuvent le recevoir. J'espère qu'un jour tu comprendras la différence entre la famille dans laquelle on est et celle qu'on se construit. La première, je te l'ai donnée. La seconde,
Tu l'as rejeté. Anthony. Le bureau était silencieux quand Henri eut terminé. Robert restait immobile. Sandra regarda par la fenêtre. Benjamin regarda la table. Ils restèrent longtemps silencieux. Benjamin se prit alors la tête entre les mains. Rose ne sut dire s'il pleurait ou s'il était simplement bouleversé. Elle ne resta pas pour le découvrir. Elle se leva, remercia Henri et sortit dans la fraîcheur du matin d'automne. Marcos l'attendait dehors avec la voiture. Anna était à ses côtés, leurs épaules se touchant dans la complicité naturelle de deux personnes qui se connaissent par cœur. Rose resta un instant sur le trottoir, savourant l'air d'automne et la chaleur du soleil sur son visage, et l'atmosphère si particulière de cette journée, à la fois ordinaire et extraordinaire, comme toutes les journées qu'on a appris à contempler. Elle pensa à Anthony. Elle l'imagina debout dans la maison de Maple Street, les mains tachées de peinture verte. Elle repensa à lui, tenant sa main par-dessus le vide dans l'obscurité. Elle repensa à sa paume posée à plat sur le plâtre frais de la maison de Rose, sentant la solidité de quelque chose qui valait la peine d'être construit. Elle pensa, il est toujours là, dans tout ce que nous avons créé. C'était suffisant. Plus que suffisant. C'était parfait. Elle monta dans la voiture. Prête ? Demanda Marcos. Rose jeta un dernier regard au bâtiment du cabinet d'avocat. Puis elle se tourna vers l'avant. Ramène-moi à la maison, dit-elle. Et il lut. Épilogue. Rose vécut encore 7 ans. Ce furent, à tous égards, de belles années. Des années entières. Des années de thé matinal, de travaux de jardinage, de discussions avec Margaret sur la meilleure façon de gérer les choses, et de longues soirées à table avec Marcos, Anna et tous ceux qui se trouvaient là par hasard. La maison de Rose s'est agrandie. Une deuxième propriété fut ajoutée la 3e année. Une autre vieille maison, située dans une rue plus large, pouvait accueillir 12 habitants supplémentaires. La 5e année, un petit jardin communautaire fut aménagé sur le terrain. C'était le projet d'Henri, qui dépassa rapidement le cadre de son quartier pour devenir un lieu de rencontre pour tout le voisinage le week-end. La porte verte de Maple Street n'a jamais été retrouvée. Mais la porte d'entrée de la maison de Rose fut peinte, dès la première semaine suivant son ouverture, d'une nuance de vert particulière. Rose l'avait choisie elle-même. Anna lui avait demandé pourquoi cette couleur. « Ça me rappelle chez moi », avait répondu Rose. Anna regarda la porte, puis Rose, et comprit, comme elle comprenait toujours les choses sans qu'on ait besoin de lui expliquer. À la mort de Rose, elle légua tous ses biens à la maison de Rose. Dans sa propre lettre, que Henri lut dans le même bureau silencieux, un matin d'hiver, en compagnie de Marcos, Anna, Margaret, Henri, Dorothy et tous les autres réunis, elle n'avait écrit que ceci. Une maison n'est pas un bâtiment. Un foyer, c'est ce qui se crée entre des personnes qui choisissent d'être présentes les unes pour les autres. J'ai compris cela tardivement grâce aux personnes présentes ici, et ce fut le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Transmettez-le à votre tour. C'est tout ce que je demande. Ils l'ont fait. Ils l'ont toujours fait. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à la créer. N'hésitez pas à la liker, la partager et à commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi également d'où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo.